Au Monticule aujourd'hui, on reçoit un nom connu beaucoup de l'Organisation des capitales au Québec, mais aussi des Bulldogs d'Édouard Montpetit, du Midget 3, de l'Académie de baseball Canada, du Centre de baseball Underground et encore plusieurs autres parce que la liste pourrait continuer encore longtemps avec Pat Daou aujourd'hui qu'on reçoit au Monticule. Salut Pat. Salut Zach, merci de m'accueillir ici. J'ai vu une couple d'autres invités qui ont passé, puis je trouve ça vraiment cher ce que tu fais. Puis c'est le fun d'avoir une plateforme pour parler, que les Québécois aient une place pour s'exprimer, puis surtout éduquer peut-être les gens à qu'est-ce qu'on fait, puis qui qu'on est, parce qu'il y a énormément de monde au baseball au Québec qui travaillent, puis qui font des choses exceptionnelles, puis c'est le fun de les entendre sur ta plateforme. Good job, Zach, pour ça. Merci beaucoup. Mais tu sais, moi, ce que je remarque surtout, parce que je travaille dans un sport expert, puis je vois souvent des papas, des mamans qui disent connaître le baseball, puis qui disent connaître comment ça se passe. Mais souvent, les gens ne savent pas exactement la réalité que c'est de tout le travail que les gens mettent derrière l'objectif de se rendre au niveau supérieur. Fait que moi, je trouve ça cool. Là, c'est des affaires qui sont super le fun là, de voir les discussions. Puis moi, je me demandais, Pat, parce que beaucoup de gens te connaissent pour les capitales du Québec. Il y en a qui t'ont vu jouer. Il y en a qui te connaissent pour le sport-études à Édouard Montpetit. Il y en a qui te connaissent pour le centre baseball underground. Mais le baseball, là, dans ta vie, a commencé à quel endroit au début? C'est quand même le fun. Là. J'étais vraiment chanceux dans ma vie. Mes deux parents étaient retraités. Fait à chaque hiver, ils m'amenaient en Floride, puis on allait là-bas. Puis les saisons de. Tu sais, je passais 5 mois en Floride, ce qui veut dire que j'allais à l'école là-bas pendant l'hiver. Fait que les saisons de baseball pour les jeunes, il fait trop chaud pendant l'été là-bas, ce qui veut dire les saisons de baseball, ben, c'est l'hiver. C'est là que j'ai commencé à jouer. Finalement, il y a comme une voisine qui m'a pitché un gars. Hey, ici, on joue au baseball, fait que go, vas-y. Puis, fait que là, je jouais comme un peu à l'année longue, là. Fait que très, très jeune, là, comme à partir de deuxième année du primaire, première année du primaire, que j'allais à l'école là-bas. Puis, fait que j'étais chanceux de ce côté-là. Mais après ça, c'est ça, là, il y a eu des complications sur l'école. On ne pouvait plus y aller en Floride parce que dès que tu tombes au secondaire, ben là, ça compte. Tu ne peux pas passer la moitié de l'année dans une école, puis après ça, 5 mois ailleurs, puis revenir dans ton école. Il y a eu des complications un peu de ce côté-là. Fait que là, à partir de ce moment-là, je restais au Québec, j'ai passé à travers le système québécois qui est excellent, qui a été travaillé pendant des années par Baseball Québec. Puis, tu sais, je pense que ça a amené énormément de joueurs au plus haut niveau. Fait que j'ai passé à travers le système, mais ça a commencé en Floride avec les lance-balles. Puis, c'était le fun. On pouvait aller voir les. Tu sais, c'est ce qui manque à Montréal, là, mais on pouvait aller voir les équipes des ligues mineures jouer. Fait que, on était juste à côté du complexe des White Sox. À Fort Myers. Fait que là, on y allait souvent. On allait comme voir les. Tu sais, j'ai eu la chance de voir Michael Jordan jouer quand il jouait comme pour les White Sox. Puis j'ai eu une balle autographiée par lui. Puis Tim Raines, parce qu'ils jouaient en même temps, ils jouaient dans la même équipe. Puis j'étais tout petit. Puis là, ben, c'est ça. Fait que c'est la proximité de ces athlètes-là ou de ces personnes-là, c'est vraiment le fun. Puis au Québec ou à Montréal, ben, ce serait le fun d'avoir. Ben, il y a les capitales, il y a Trois-Rivières, ça, c'est parfait. À Montréal, il manque une équipe peut-être qui rejoint. Dans cette ligue-là, c'est parfait. C'est des athlètes qui ont passé au plus haut niveau. Puis oui, évidemment, une équipe des ligues majeures, mais sinon, il faudrait que ce soit une équipe de la Frontier en ce moment pour que les jeunes puissent voir des athlètes de haut niveau. Puis je pense que ça a un lien avec la passion qui est créée. Tu vois ces athlètes-là, tu vois ces boys-là comme avoir du plaisir sur un terrain, puis tu vois comment ils bougent, comment ils s'entraînent, puis ça te donne envie de faire la même chose. Puis à Montréal, ben c'est ça. J'ai hâte d'en voir une. Dans les environs de Montréal. Ça peut être n'importe où à proximité de Montréal. Fait quoi? Ça a commencé en Floride. On dirait que c'est pas tant impossible d'arriver parce que, tu sais, dernièrement, le stade Gary Carter a été rénové de la tête aux pieds d'un bord à l'autre. Très beau terrain. J'ai eu la chance de voir des photos. J'ai pas eu la chance d'y aller encore. Mais ce serait faut y aller. il est magnifique. Il est magnifique. J'ai vu les photos. Je fais, wow! On se croirait quasiment dans un terrain aux États-Unis là, de ce qu'on voit habituellement quand on y va. Moi, je pense que c'est pas impossible. Il va juste falloir avoir quelqu'un qui a soit la poche très profonde pour réussir à financer tout ça ou une équipe qui déménage. Moi, je pense que c'est pas impossible, mais j'ai hâte de voir à travers ça. Là, tu dis que tu as fait le tour du cheminement du baseball québécois. Ce qui veut dire que tu as passé par le Midget 3, tu as passé par la LBGEQ.
a mention que tu joues avec les Cards de la Salle. Mais dans le midget 3, comment ça s'est passé, ton parcours là? Parce qu'habituellement, il y en a qui vont jouer 2 ans, 3 ans. D'autres, s'ils ont performé bien dans leur première année, des fois, peuvent faire le saut au junior élite par la suite. Toi, ça s'est passé comment, ton parcours au midget 3? Ouais, j'ai du Lac-Saint-Louis. Puis là, il y avait, je me souviens, c'était Sébastien Rivet dans le temps qui est venu me chercher là, pour un genre de tournoi provincial. Puis c'est un peu à partir de là que ça a explosé. Là. J'avais Nicolas Matt comme coach, puis Tommy Kirkovich, puis Sébastien Rivet. Là, ils sont venus me chercher dans un petit parc. Puis là, on a fait les championnats provinciaux. Puis à partir de là, ben, j'ai réussi à faire l'équipe du Midget 3. Puis là, à ce moment-là, j'avais 15 ans. C'était un peu jeune. Je pense qu'il y avait un petit peu plus de 15 ans dans le temps dans le Midget 3 que maintenant, parce qu'il n'y avait pas le Bantam 3 qui existe aujourd'hui. Mais à 15 ans, j'ai fait le Midget 3. Puis là, anciennement, ça s'appelait les Ailes du Québec. Maintenant, c'est l'ABC. Mais là, j'ai fait le saut aux Ailes du Québec pendant les 2 prochaines années avec Richard Raymond, avec Jasmin Roy, Joe Landry, qui ont été des coachs extrêmement influents pour moi dans ma carrière. Là. C'était un bon moment, mais c'était assez difficile pour moi. J'étais un gars de 16 ans au début, puis je jouais avec, c'était les meilleurs joueurs au Québec. Le challenge était incroyable. On avait des catchers qui étaient bons aussi, Marc-Olivier Jaudoin Mimo, après ça que j'ai catché avec Ben Capital. Il y avait un autre, Pat Thibodeau, qui était excellent dans ce temps-là. Mais c'était difficile parce qu'on jouait contre du senior. Le senior élite, puis qu'on avait 16 ans, 16-17 ans, puis on jouait contre des machines, là, des bons joueurs qui c'était des hommes. Puis on n'était pas habitués de ça. Ils savaient comment jouer à la balle. Puis tout. Nous autres, on avait plein de potentiel, on avait plein de talent, mais ces gars-là, ils savaient comment jouer, puis ils savaient comment nous retirer. J'ai eu pas mal de misère ma première année. La deuxième, je me suis ajusté un petit peu. Puis ce tremplin-là m'a permis d'aller avec l'équipe nationale, avec Greg Hamilton, puis l'équipe nationale junior. Ça, c'est Team Canada. Ça, sérieusement, là, de mettre le chandail, de Québec au début, là, de représenter le Québec dans un championnat canadien, c'est malade. C'est le feeling. Puis après, de représenter le Canada, tu peux pas vraiment comme avoir un meilleur, en tout cas moi comme joueur, là, de représenter le Canada, je trouvais ça exceptionnel, c'était le fun en temps. Fait que j'ai des belles expériences là. Mais à travers tout ça, là, après ça, c'était le junior élite, là, puis les collèges américains. Mais quand tu joues dans les collèges américains, tu peux revenir dans le junior élite durant l'été. Fait que là, comme j'ai joué 2 ans au Kansas avec Cowley County Community College, puis une couple de joueurs là, qui ont été après moi. C'est dans la même région que Seminoles, qu'il y a à peu près 25 Québécois qui ont passé. Puis NEO aussi. NEO qui est Northeastern Oklahoma, aussi que genre des plein de Québécois qui ont passé. Quand on allait jouer contre eux autres, c'était tous mes boys. J'ai affronté un Québécois là-bas. C'était quand même le fun. Moi, mon collège, j'étais tout seul quand j'étais là. C'était un choix que j'avais pris avec c'est Raymondo Calary qui m'avait poussé pour aller dans les collèges. Puis, c'était comme un choix que j'avais fait. OK, je vais aller tout seul. Je vais vivre l'expérience pleinement dans les collèges américains pour voir. Juste la langue. Là, il faut que tu parles en anglais à tous les jours parce que tu n'as pas de Québécois à côté de toi. Fait que c'était un choix que j'avais fait. C'était bien, c'était le fun. Puis, puis après ça, c'était les capitales. Fait que, le cheminement du joueur de baseball aujourd'hui, évidemment, ça passe à travers c'est la même chose. Tu te ramasses dans le 2A un an et ensuite de ça, tu fais le Midget 3A ou maintenant c'est le Bantam 3A. Puis ensuite, à travers tout ça, tu peux jouer dans les. Évidemment, le sport-études va t'aider. J'ai joué 2 ans au sport-études aussi là-dedans, puis l'ABC après, puis tu continues pour aller dans les collèges américains, puis ensuite de ça, c'est ça. Une fois que tu es dans les collèges américains, honnêtement, là, je pense, pour moi, personnellement, tu t'es rendu comme athlète. Après, ce qui arrive, c'est la différence est minime entre un joueur qui joue dans les collèges américains et un joueur qui va se rendre dans les professionnels ou un joueur qui va percer, qui va réussir à se rendre au plus haut niveau. Rendu dans les collèges, tu es un solide joueur de balle. T'sais. Même je parle, si tu joues à l'ABC, si tu joues dans le junior élite, tu es un joueur de balle exceptionnel. Tu es comme parmi un petit pourcentage de joueurs qui se rendent là. Fait que je pense que tous ceux qui se rendent à ce niveau-là peuvent être fiers de eux, puis peuvent
il faut comprendre que nous, les jeunes, on les entraîne pour qu'ils se rendent au plus haut niveau possible. Puis, tu sais, les majeurs, c'est un mini pourcentage. Les collèges, c'est un beaucoup plus gros pourcentage. Le junior élite, c'est un énorme pourcentage de nos joueurs qu'on entraîne. Ben, ça fait en sorte qu'ils ont la satisfaction quand même de se rendre au plus haut niveau possible. C'est pas tout le monde qui est 6 pieds 7. C'est pas tout le monde qui est capable de lancer à 100 000 à l'heure. Puis ça, on ne peut pas vraiment le choisir. On ne peut pas le décider. Mais on peut se rendre au plus haut niveau possible. Ça, c'est le fun. J'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as parlé tantôt parce que tu disais comment c'est le fun de porter le chandail écrit Québec ou le chandail écrit Canada. On a des joueurs présentement qui vivent, des joueurs et des joueuses qui vivent leurs premières expériences avec les équipes nationales. Mais j'aimerais commencer avec l'équipe Québec parce que de plus en plus, exemple, dans le côté féminin, le côté féminin ou sur les équipes québécoises provinciales, de plus en plus, on voit de plus de filles qui ont la chance de vivre ça, de vivre avec le chandail Québec. Il y a des garçons qui en vivent beaucoup. Mais toi, ta première expérience, quand tu as eu la chance d'enfiler le chandail des ailes du Québec, la bonne vieille chemise grise, assez épaisse, qui est écrit Québec sur le chest, comment tu as vécu ça? Puis parle-nous un peu là, du processus, là, parce que tu me disais tantôt, on a 15-16 ans, puis on joue contre des adultes. L'ABC, maintenant, ils font des sorties contre des équipes de junior élite, puis les jeunes ont 15-16, puis ils vont jouer contre du monde qui a soit leur âge, ou 17, 18, 21, 22. Fait qu'il y a quand même une différence d'âge. Peux-tu nous parler un peu de comment tu as vécu ça, là, cette différence-là entre toi qui es plus jeune puis qui essaie de vivre ses premières expériences? Parce que tu nous as glissé un mot tantôt, mais j'aimerais savoir un peu plus là, comment tu te sentais avec ça. Ben, moi, ça a commencé Bantam. Je pense que c'est l'équipe de Roussillon, la Rive-Sud qui avait gagné le championnat provincial puis allait au championnat canadien. Puis là, ils m'avaient comme amené avec eux. Moi, puis un autre joueur, c'était Nicolas Blot. On était dans le Midget 3, puis on est allé dans le Bantam. Fait que là, c'est la première fois que je représentais le Québec. Tu sais, la première fois, Bantam, j'étais un peu jeune pour réaliser un peu qu'est-ce qui se passe, là, mais on a envie de crier au monde qui qu'on est. On a envie de dire à tout le monde, hey, on est les meilleurs, puis on veut gagner. Fait que je pense que c'est aussi un point en commun de tous les athlètes qui se rendent. Ils ont envie ils aiment la compétition, ils aiment représenter, ils veulent prouver à tout le monde qu'ils sont les meilleurs. Puis ça ben, je pense que ce feeling-là, quand tu représentes le Québec ou le Canada, ben, c'est sûr que ça ressort. Tu veux montrer à tout le monde on est qui comme province, on est qui comme athlète, on est qui comme équipe. Fait que ça, c'est le gros point. En ce moment, l'ABC joue contre les gars de Junior Elite. Ça, c'est une des meilleures affaires niveau-là. Ouais. Je vais juste répéter ta phrase, que tu dis que c'est la meilleure chose parce qu'on t'a perdu une petite seconde. Ah ouais, ça a coupé. C'est une des meilleures choses pour un athlète d'expérimenter plusieurs niveaux de compétition. On a la phrase qui est instaurée dans notre système de les meilleurs doivent jouer avec les meilleurs. C'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais ils doivent aussi jouer contre tout type de compétition. Que ce soit plus vieux, plus jeune, que ce soit moins bon ou moins fort pour être capable de dominer dans tous les sens. Dans ces athlètes-là, souvent, ou quand tu représentes le Québec, puis comme avec les ailes, avec la grosse chemise épaisse, puis on jouait contre des adultes, ben la majorité de ces joueurs-là avaient déjà compétitionné contre un peu moins fort ou un peu plus jeune, puis avaient dominé dans ce côté-là. Puis là, ben, c'était un bon moment pour expérimenter ou pour aller compétitionner contre plus vieux ou autre chose. Fait que la variation de la compétition est excellente. Avec les boys de l'ABC en ce moment, c'est une des meilleures choses qui jouent contre un petit peu des équipes différentes. Ils vont se ramasser contre les Blue Jays, ils vont en Arizona, puis ensuite, ils viennent jouer dans le Junior Elite. C'est complètement différent. L'approche est différente. Les joueurs, ils ont une mentalité différente. Ils vont te retirer de différentes façons. Ils ont plus d'expérience. Puis ça, c'est excellent pour les joueurs de notre province. L'ABC fait une solide job à ce niveau-là. Mais de vivre, tu sais, moi, comme joueur, j'ai 8 médailles de championnat canadien. Fait que j'ai de bantam à junior, je les ai comme toutes faites, une après l'autre. Il y a même une année que j'ai réussi à le faire 2 fois. Je ne sais pas si ça se fait encore, là, avec les ailes, puis une semaine après avec le midget. Mais, tu sais, à chaque fois, je pense que c'est ce qui te garde allumé dans un sens toute l'année. Tu veux aller à ce niveau-là. Tu veux performer au plus haut niveau. Chaque athlète a le désir de se rendre à ce niveau-là, puis c'est super accessible pour les joueurs au Québec. Je veux dire,
une des choses qu'on parle avec notre sport-études. On veut qu'ils se rendent dans les équipes provinciales. C'est comme l'étape numéro 1. Puis c'est pas tout le monde qui va réussir à se rendre, qui va jouer dans ces équipes-là, puis qui va cheminer normalement comme un joueur qui va se rendre. Il y en a d'autres qui ne feront jamais ces équipes-là, puis qui vont se rendre pareil par un autre chemin. C'est la beauté de l'affaire, mais c'est un objectif réalisable, accessible aux joueurs québécois, puis c'est quand même le fun. Ça te donne envie de performer dans tes games pendant la saison. Ça te donne envie d'être le meilleur de ton équipe, le meilleur de l'équipe contre qui tu joues, le meilleur de la ligue, pour après avoir peut-être une invitation dans une équipe provinciale, puis après ça, ben là, ça donne envie de jouer pour l'équipe nationale. Fait que c'est des beaux objectifs que les jeunes ils peuvent avoir. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance de le faire comme c'était 7 années de suite, jusqu'à 21 ans, puis de remporter une médaille avec une coupe d'équipe incroyable. Là. On était, à chaque année, on ramenait une médaille. À chaque année, on y allait, puis on était là, bon, si on n'est pas premier, on est deuxième, sinon on va gagner la médaille de bronze. Pas mal sûr. Pas mal sûr et certain, mais on était très confiants, mais c'est parce qu'on avait une équipe extrêmement solide. La seule fois qu'on a représenté en tant que groupe là, le Québec qu'on a gagné, c'était aux Jeux du Canada, puis c'est une mauvaise journée qu'on a. Il faisait pas beau, puis tout, puis on a juste pas réussi à performer cette journée-là, puis on n'a pas réussi à se classer pour une médaille. Mais toutes les autres fois qu'on y a été, c'est ça, en tant que joueur, j'en ai 8. Puis j'ai été une fois comme entraîneur aussi. Puis ça, c'est une médaille d'argent. Fait que ça fait 9 médailles au total. Fait que j'ai eu la chance de représenter le Québec assez souvent, avec du monde exceptionnel. Là. Et Martin Pouillotte qui nous a coaché plein de fois, qu'on a remporté plein des médailles avec lui. Je pense écoute, il devrait avoir un petit sourire là, parce que c'était des saisons exceptionnelles. Puis, tu sais, Skip, Richard Raymond qui nous a backé, puis Joe Landry aussi qui était là. C'est tout du monde avec qui qu'on a remporté. Tu sais, qu'on a des souvenirs à vie. Tu sais, ça n'a pas besoin non plus d'être un championnat canadien. Non. Tu sais, n'importe quelle compétition qu'on remporte, c'est des souvenirs qu'on se crée, puis c'est une expérience qu'on a, puis c'est vraiment cool à vivre. C'est ça, c'est la beauté de ce sport-là. C'est comme des souvenirs que tu vas avoir toute ta vie quand tu gagnes un championnat ou quand tu gagnes un tournoi. Et comment tu as été invité à faire l'équipe nationale? Parce que là, tu nous parlais que tu as fait les ailes, tu as fait plusieurs championnats, tu as fait les Jeux du Canada. À quel moment tu as eu la chance d'être invité pour l'équipe nationale? Parce que, tu sais, en ce moment, moi, je pense à Jérémy Pilon, à Dayton Lachance. Là, j'en oublie encore quelques-uns. Là, Marek Lalonde. Marek qui est un des joueurs qui est passé à travers notre programme, qui est là en ce moment, qui performe bien. Dayton aussi, que j'ai eu la chance de voir à l'OBC, qui est un athlète incroyable. Là. C'est un petit gars de chez nous, ça. J'ai vraiment vu un catcher être capable de se débrouiller de même. C'est vraiment, vraiment un athlète. Marek aussi, je travaille un peu moins avec lui parce que je suis un gars de catcher, moi, à l'OBC. Puis là aussi, un gars de mon coin, qui est un gars de Valleyfield, un lanceur gaucher, je l'ai vu comme je pense qu'il y avait 15 ans, il était à l'OBC, puis je pense que tout le monde le savait qu'il allait avoir une opportunité. Mais la façon de se rendre avec Team Canada, aujourd'hui, ça peut être un petit peu différent. Je pense qu'il y a un peu plus de recrutement ou il y a un peu plus de visibilité pour ces joueurs-là de l'OBC. Mais la façon de se rendre dans mon temps, c'est que tu allais au championnat canadien, le Canada Cup qui appelait. Greg Hamilton était dans les estrades. Si tu avais un bon tournoi, tu étais invité au camp. Tu sais, puis encore là, il y en a qui ont eu des tournois exceptionnels et qui n'ont pas été invités. Pour moi, là, personnellement, c'est juste un coup de chance. Là. C'était un solide coup de chance. Puis, tu sais, mes coachs, ils me backaient et ils disaient, oh, il est capable. Mais si j'avais pas. Tu sais, on a gagné cette année-là. On a gagné la médaille d'or au championnat canadien. C'est sûr qu'on va en avoir des boys d'invités. On a tous bien joué puis on a tous performé. Puis cette année-là, je ne sais pas si c'est un record, mais je pense que c'en est un. On était 10 de l'équipe Québec qui était invitée sur Team Canada. Puis ceux qui restaient, parce que dans l'équipe, je pense qu'on était 16. Il y en a 6 qui n'ont pas fait l'invitation. Ceux qui n'étaient pas invités, sérieusement, il aurait dû l'être. On regarde ça en arrière, puis on est genre, man, comment tu as fait pour ne pas être invité? Mais la raison était simple, c'est que sur l'équipe Canada, il y avait déjà des joueurs à ces positions-là qui avaient fait l'équipe l'année d'avant. Ce qui voulait dire qu'il y avait plus de place. On ne pouvait pas tout amener Team Québec. Mais c'était des années de domination complète de Team Québec. Pour moi, c'était un coup de chance. C'était pas parce que j'étais 5 pieds 9, je ne pas fort, je frappais pas loin, mais
pendant une game, j'étais capable de gagner une game. C'est ça que c'était la grosse différence. Puis pendant ce tournoi-là, ben, c'est sûr que tu te parais bien quand tu gagnes. C'est sûr et certain. Tout le monde paraît bien quand tu gagnes. Ton équipe au complet. Tu es heureux. Quand tu es heureux, tu joues bien. Quand tu joues bien, tu parais bien. Puis c'est là que tu es attirant pour un recruteur. Fait que, tu sais, puis à travers la défaite aussi, il faut être ce genre de mentalité-là, de bien paraître, de bien te sentir pour être attirant encore, pour aller au prochain niveau. Mais c'est plus difficile quand tu perds. Tu sais. Surtout au Québec, on a une belle mentalité de on perd, on fait la baboune, puis on gagne, c'est le party. Mais c'est ça, si on est capable de rester niveau, ben ça l'aide pour le prochain niveau. Les coachs, ils recherchent ça, mais surtout les recruteurs. Ils recherchent ça. Ouais. Fait que, ouais, c'était des belles années, mais c'est un coup de chance. Team Canada, c'est exceptionnel. Moi, je me considère tellement chanceux. Comme c'est même pas. Je suis à peine mérité. C'est comme wow! Quand j'ai serré en main Greg Hamilton, j'ai dit c'est un honneur en anglais. C'est un honor to be here. Puis je vais faire tout ce que je peux pour faire ton équipe. Puis merci. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, après, on a eu une coupe de camp. Puis ça a bien été. Mais c'était le fun. L'autre receveur, c'était Marc-Olivier Jaudoin-Mimo. Fait qu'un autre Québécois qui était avec moi. Mon arrêt-court, c'était Oswey Pelley puis Isaël Gonzalez, deux autres Québécois, ben, je pense qu'ils se splittaient un petit peu. Il y avait Emmanuel Garcia aussi qui était là, comme dans l'infield. Jean-Luc Blaquière sur le monticule, il y avait Alexandre Perriard sur le monticule, Sébastien Vendette, il y avait Philippe-Alexandre Valquiette, Carl Moniz, là, je ne sais même pas si je n'ai nommé 10. C'est sûr que celui que j'ai oublié, il va me le dire. on était plein. Puis, tu sais, puis ceux qui n'ont pas été là, ben, il était assez bon. Sébastien Richer, Antoine Bernier, Bruno Globensky, il y a un paquet qui aurait dû être là. Ils n'ont juste pas fait le cut. Ben, c'est ça, c'était vraiment le fun. Puis on va tous se réunir bientôt, en plus, pour jouer une petite game contre l'ORBC. J'ai hâte. Préparez-vous, les kids de l'ORBC, on s'en vient. On est encore là, on est encore sa coche. On est encore prêt à jouer. Petit message aux joueurs de l'ORBC. C'est bien parfait, ça. Mais tu sais, on sent la fierté des gens qui ont fait équipe Canada parce que, exemple, hier, je suis allé remplacer dans une ligue de balle orthodoxe / softball, donc la balle par en dessous, rapide ou semi. Puis on m'a demandé de les remplacer là, puis je me ramasse avec le DG des voyageurs de Jonquière dans le BGQ, qui est Danny Coulombe-Lévesque. Puis il avait son chandail du Team Canada qu'elle a. Puis tu le sentais, il était content de porter son chandail. On dirait que le monde, quand ils font Team Canada, les gens sont fiers. Ils sont comme, j'ai fait Team Canada et j'ai réussi, j'ai joué, j'ai performé. Lui qui a été à NEO aux États-Unis, puis tu sais, tu le sens que les gens sont fiers de porter les couleurs de Team Canada. Mais toi, parce que tantôt, tu parlais de porter le chandail Team Canada, quand tu l'as vu la première fois et que tu étais pour le mettre, tu te rappelles ça un peu comment que ça s'est passé? Ben oui, mais tu sais, là, t'as Bernie qui nous c'est le gars là, d'ailleurs. Mais là, tu rentres dans une chambre, puis il y a plein de linge. Puis c'est impressionnant, c'est rouge. Fait que tu vois partout. Puis là, moi, je me souviens d'avoir pris tout mon stock, tout ça, puis je l'ai mis dans mon locker, puis comme j'ai arrêté, là, puis j'ai fait, man, j'ai réussi. J'ai réussi j'ai réussi mon objectif. Je peux pas aller plus haut que ça, je peux pas aller plus loin que ça. C'est malade. Tu sais, le sentiment que tu as, tout ce qui est, tu sais, on parle les feelings, mais tu sais, comme les palpitations, le feeling d'accomplissement de soi, qui est pas évident à aller chercher, mais ça c'est 100%. Tu l'as immédiatement, ce feeling-là. Il est réussi dans ta vie. Peu importe ce que tu vas faire après dans ta vie, ben, tu l'as eu. Tu as vécu le summum de la réussite personnelle, selon moi. C'est pour ça que tout le monde est fier parce que je pense que c'est pas juste un coup de chance, là, mais comme c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Puis ceux qui réussissent plus qu'une année, il y en a qui se le tatouent sur je connais une couple de joueurs qui ont le tatou sur, je sais pas moi, sur une jambe, sur un bras, peu importe. C'est comme quelque chose qu'il n'y a personne qui peut t'enlever après. Une fois que tu l'as fait, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Puis tu vas en parler à tes enfants. Là, tu vas le mentionner. Là, ouais, j'ai représenté le pays, moi. Fait que, tu sais, ce sentiment-là, il est incroyable. Puis après, mais le meilleur feeling, c'est de jouer avec ces joueurs-là. Avec Team Canada, nous autres, ils le font encore. D'ailleurs, le premier camp, ils vont jouer contre les mineurs, les gars de la Ligue mineure. Fait que tu joues contre les Félix, tu joues contre les Braves, tu joues contre. Je pense qu'ils sont là en ce moment. Eux sont sérieux, c'est fort. Là. Je me souviens, le premier camp,
que j'ai fait avec eux, j'ai aucun coup sûr. Zéro. Zéro. Je pense que j'ai 4 bâtons brisés, genre 4 broken bats. J'étais là, ben, je vais me faire couper, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, j'étais un receveur défensif, je suis capable d'attraper des balles, je suis capable de gagner des games. C'est ça ma force, c'est ça que, tu sais, comment caller des pitches, comment sélectionner, comment jouer, comment prendre un lanceur qui est ordinaire aujourd'hui puis le faire gagner. Mais ça, c'est dur à choisir dans ton équipe comme entraîneur. C'est dur, ça prend du temps avant d'évaluer ça ou avant de voir ça. Ça se fait pas dans un gymnase, ça se fait pas dans un camp d'une semaine. C'est plus à long terme. Puis là, tu sais, d'être 0 en 20 dans un premier camp de Team Canada, j'étais un peu nerveux, j'étais un peu stressé. J'étais, oh man. Puis là, les autres catchers qui étaient bons, puis il y avait un catcher qui était là, qui avait déjà joué pour Team Canada. J'étais là, man, ça veut dire que je me bats contre Marc-Olivier Jourdain-Mimo pour un spot de backup. Fait que là, comme, là, faut que je frappe, faut que je fasse tout ça. Puis lui, il avait bien frappé quand même le premier camp. Puis il avait bien joué aussi. Puis je me fais couper, c'est sûr. Puis là, ben, finalement, on s'est tous fait réinviter. Puis moi, ils m'ont regardé, puis je suis rentré dans la chambre, puis il y a tous les coachs qui étaient là, puis ils m'ont dit, pour le deuxième camp, après le premier camp, j'avais un peu la même base, puis là, ils ont dit, Pat, continue de faire ce que tu fais, puis tu vas faire l'équipe. Tu es réinvité au deuxième camp. J'étais, hein, comment? J'ai pas un ça. J'ai pas frappé une balle. J'ai pas. Voyons donc. Fait que là, puis je pense qu'il y a un autre receveur qui s'est fait dire, ben, toi, il faut que tu augmentes ton bâton un petit peu si tu veux faire l'équipe. Il faut que tu frappes un peu plus. Puis c'est comme l'effet contraire qui est arrivé au deuxième camp. Ben, moi, j'ai zéro pression pour frapper. Puis, moi, j'ai explosé au bat parce que j'étais là, continue de faire ce que je fais. Je suis capable de faire bien mieux que ça. J'ai aucun coup sûr. Puis l'autre, ben, il avait frappé quand même. Puis, mais il avait besoin d'un peu plus. Puis lui, il s'est mis un peu plus de pression. Puis là, ben, ça a été un peu plus difficile pour lui le deuxième camp. Fait que c'est là que j'ai réussi à faire cette équipe-là. Mais comme je dis, c'est des coups de chance dans un tu sais, ça te prend 2 bonnes semaines pour faire l'équipe Canada. Tu sais, ça te prend une belle pause. Puis c'est un peu le même principe pour le repêchage. J'ai connu des joueurs qui se sont fait repêcher parce qu'ils ont fait une belle journée devant des recruteurs. Fait que, tu sais jamais quand est-ce que tu vas être appelé à. Tu sais, c'est la beauté et puis aussi le malheur. Tu sais, quelqu'un qui est excellent et qui a une mauvaise journée, il risque d'être barré. Puis quelqu'un qui travaille fort, puis là, il a une excellente journée, ben lui, il peut passer. Fait que c'est la beauté et le malheur de la situation, mais c'est juste à tous les jours, tu essaies de te donner une opportunité pour te rendre à un autre niveau. Puis moi, j'ai réussi à le faire, j'étais chanceux. Je me considère extrêmement chanceux là-dessus, mais ouais, le feeling, il est bon, il est excellent. Comme dans les capitales aussi, à sauter des tas et à gagner les championnats, ce feeling-là, il est incroyable aussi. Ça, c'est hot en temps. Ben, moi, ce que je me demandais, là, parce qu'on va tomber un peu dans un sujet, là, on a parlé un peu là, de l'équipe Québec, on a parlé de l'équipe Canada, tu as joué avec les Cards de la salle dans la LBGQ, mais j'aimerais un peu comprendre comment tu as réussi à te rendre dans un collège américain, parce que, mon Dieu, j'ai un trou de mémoire, c'est avec Nathan Landry qui me disait qu'avec avec Trois-Rivières, il y a beaucoup de choses qui ont fait par eux-mêmes. Ils ont dû appliquer à plusieurs collèges américains pour réussir à se rendre là-bas et à aller jouer. Il y en a d'autres qu'avec l'ABC, c'est les processus, les entraînements, tu te fais voir par les gens des États-Unis, puis par après, tu te fais inviter si la possibilité est là. Toi, à ce moment-là, comment ça s'est fait que tu as réussi à avoir un offre de ce collège-là et te dire, hey, moi, je veux aller à ce collège-là parce que l'expérience va être incroyable? Oui, ben le processus aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, je pense que les joueurs sont un peu plus exposés à plusieurs collèges. L'ABC fait un job incroyable là-dessus. Ils les amènent, ils les exposent, ils ont des voyages où ils vont directement là-bas. Puis là, il y a un paquet de coachs américains qui ont accès à eux. Puis non seulement ça, aujourd'hui, avec les. Il y a des plateformes où tu peux te filmer et envoyer ça. Fait que les banques de données pour les entraîneurs des collèges américains, ils peuvent chercher, ils peuvent voir, ils peuvent trouver. Mais ça fait en sorte aussi que la compétition est plus relevée parce que n'importe qui peut se mettre sur cette plateforme-là. Fait que, d'être avec l'ABC, ben, ça te permet d'être ciblé un peu plus. Ça te permet de dire, bon, ben, regarde les collèges américains, ben, on va aller voir l'ABC, puis là-dedans, on va en sélectionner une coupe. Il y a des sports-études aussi qui le font, mais je pense que l'ABC, c'est vraiment la niche de la plateforme. C'est comme la passe. Il y a d'autres joueurs qui peuvent se rendre par un autre chemin, mais la passe est bien plus facile par l'ABC. Moi, dans mon temps, puis j'ai fait le move aussi avec Sam Poliquin. Moi, j'ai pris Sam Poliquin, je l'ai aidé à aller dans un collège américain qui joue en ce moment pour les Aigles de Trois-Rivières, qui a quand même du succès
là-bas. Ça a été la même chose qui était faite avec moi, puis c'était Raimondo Calari. Puis là, ben, ça prend un contact, ça prend quelqu'un qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas hey, va dans les collèges, lui, il est là, là. Il y a plein de paperasse, il y a plein de choses à faire avant de te rendre dans l'équipe. Puis, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Il y a plein de facteurs qui vont influencer ton passage dans un collège. Puis, si un joueur a plus qu'une opportunité ou plus qu'un choix, ben, il est chanceux. J'espère qu'il va en choisir un comme au plus rapide, le plus rapidement possible. Parce que le saut est difficile à faire. Une fois que tu es rendu là-bas, c'est beaucoup plus facile de changer d'école, de passer de junior college à une université, par exemple. Moi c'est Raimondo Calari, c'était un de mes coachs dans le junior élite. C'était pas dans le midget 3. Maintenant, il recrute un peu plus jeune les collèges, mais encore là, il faut que tu aies fini ta 6e année de secondaire là, pour être le même âge que tout le monde. Là, nous autres, c'est 5 secondaires, mais partout ailleurs, c'est un 6e. Fait que nous, ben, les joueurs vont dans un cégep faire une 6e année où ils complètent un petit peu. Puis là, ben, il y a des tests à faire, des SAT, des ACT. Fait que là, moi, ben, c'est Calari qui m'a dit « Hey, fais ça. Puis je vais t'envoyer dans le collège. » Mais là, quand il m'envoie dans le collège, lui, ben, le coach, il ne m'a jamais vu. Il n'a pas accès à mes stats réellement. Il peut peut-être les voir, ils sont envoyés, mais ça ne change pas grand-chose. Je ne sais pas contre qui que je joue. Il m'a juste parlé au téléphone 2-3 fois. Puis là, il me dit « Hey, tu vas catcher toutes les games. Tu vas être mon catcher numéro 1. » Il sait que j'ai joué pour Team Canada. Il sait que Calari me vend. Puis il dit « Hey, ah oui, c'était mon catcher. Puis il travaille fort. Vous allez le voir. » Mais qui sait pas, le coach là-bas, je suis qui réellement? Aujourd'hui, ils peuvent un peu plus le savoir. Fait, parce qu'ils peuvent te voir en vidéo. Ils peuvent te voir bouger. Mais dans ce temps-là, non. Puis là, ben, je me présente là-bas. Puis là, ben, après toute la paperasse, après, comme ça prend une couple de mois là, de travail de quelqu'un qui est finalement bénévole, qui te prend par la main, qui te dit, tiens, viens-t'en, on s'en va là-bas. C'est une grosse job, là. C'est pour ça que je vais éternellement remercier Raimondo qui m'a envoyé là-bas. Puis, je pense que ceux qui font ce job-là, alors, ça, c'est de la job. C'est beaucoup de travail. Puis, c'est le fun d'envoyer un kid là-bas, mais ça prend du temps puis de l'investissement. Puis là, quand je suis arrivé là-bas, moi, il y avait 4 autres receveurs qui étaient là. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça parce qu'il m'avait dit « Hey, tu vas catcher toutes les games. » Puis je suis arrivé, je n'ai pas catché la première game du tout. Là. Quand j'ai commencé à pratiquer, je regardais les autres, puis ils étaient tous 6 pieds 3, tous des bœufs, des monstres. Tout le monde lançait au-dessus de 90 comme en receveur, ce qui est assez difficile à faire, là, comme en catcher, lancer au deuxième but. Hein. C'était toutes des machines. Dans la pratique au bâton, je vais m'en souvenir, j'ai ma mâchoire comme tombé un peu. Le terrain au Kansas, il y a bien du vent au Kansas. Il y a comme des ouragans, des tornades, plus des tornades que des ouragans, mais il y a du vent, c'est incroyable. Une sirène dans le milieu de la ville pour avertir tout le monde. Ceux qui ont joué dans le milieu des States, ils savent. Là, en Oklahoma, ça va m'affaire. Il y a des sirènes pour les tornades qui partent assez souvent. Puis, les clôtures sont loin. Ça fait des grands terrains parce que dès que tu lèves la balle avec le vent dans le dos, oh, que ça voyage. C'est incroyable. Et là, je me souviens, le premier BP, les clôtures étaient comme à 360 ses côtés, puis à 410 dans le centre. C'est loin, ça, c'est un énorme terrain. Puis là, les gars, les 3 autres catchers frappaient des bombes. Là. Ils frappaient comme plus qu'une fois sur 2, l'autre bord. J'étais « wow ». Moi, j'étais arrivé, puis mon premier BP, je vais m'en souvenir, moi, je frappais, j'étais quand même bon pour frapper au champ opposé, genre des base des doubles. Puis là, ben, je faisais ça, puis les autres, ils se gâtaient. Puis là, ben, j'étais là, ouais, je vais avoir de la misère à catcher. Puis finalement, ben, il y a un catcher qui était pas capable de frapper une curveball. Il était bon dans tout, mais la balle courbe, de la misère. Fait que là, le coach, ben, les autres équipes, ils le voient, il lance juste la curveball, le gars, il faut strikeout, next. Il s'en va l'autre catcher. Là, il a un canon, lui, dans le bras, mais pas capable de retirer un gars parce qu'il lance tout le temps trop haut, trop bas, à gauche, à droite. Next, tout le monde vole contre lui. L'autre, il n'est pas capable de bloquer. Fait que là, toutes les balles dans le dirt, ben, il passe. Fait que c'est des athlètes incroyables, puis ils se sont tous fait repêcher. Et les 3, mais dans une partie, c'était un challenge, c'était plus difficile pour gagner des games. Puis dans les collèges américains, le coach, il faut qu'il gagne. C'est sa job. C'est l'image du programme. Fait qu'il s'en fout comment tu le fais. Il s'en fout si tu frappes à une main, à 2 mains ou si c'est pas grave. Faut que tu gagnes. Tu gagnes la game. That's it. C'est une mentalité seulement de gagner.
et non de développement. Puis c'est juste win-win-win. Puis là, j'ai eu mon tour, mais pour parler des 3 autres catchers, il y en a un qui s'est blessé en début d'année. Il a joué une game, il s'est blessé. Il y a eu Tommy John surgery, un gars de 6 pieds 4, 230 livres, un colosse. Ce gars-là s'est fait repêcher. Puis il a passé 2 ans, en fait, sa liste des blessés. Là. Il s'est fait repêcher quand même. Pas joué une game. Moi, j'ai catché les 2 années, pas mal au complet. Puis, même il y a une année, comme j'étais le meneur d'un circuit double, des points produits, puis nope, 5 pieds 9, pas trop de canon, pas trop de pop autant que ces gars-là. Puis c'est là qu'on voit. Là, j'ai compris qu'est-ce que les recruteurs recherchent. C'est pas nécessairement le succès sur le terrain, c'est plus le potentiel d'un joueur pour se rendre plus loin. C'est pour ça que, avec un recul, de faire les équipes Québec ou de faire une équipe Canada, ben, si c'est le plus haut niveau, c'est bien correct parce que tu amènes des choses qui sont. Tu te rends à un niveau où ce que toi, tu es capable de te rendre le plus haut possible. Puis le repêchage, c'est 0 tout qui décide. Là. Puis même qu'il y a des joueurs qui ont juste du potentiel qui vont se faire repêcher. Ce qui est important pour tous les athlètes de comprendre là, à ce niveau-là. Là. Fait que, mais c'est ça, ça a été une pas pire expérience d'un collège. La mentalité de gagner là, est vraiment différente. Tu perds, tu cours pendant des heures, c'est l'enfer. Tu gagnes, ben, tu continues de travailler, c'est moins pas l'entraînement, mais tu es militaire au bout, puis il faut que tu réussisses ton objectif qui est seulement de gagner. Fait que ça a été une expérience vraiment enrichissante dans les collèges. Tous ceux qui sont dans les collèges en ce moment vivent pas mal la même chose. T'sais, aux États-Unis, c'est ça que c'est. C'est win-win-win. Puis tu sais, l'avantage, c'est que souvent, les joueurs, ils ne payent pas pour y aller. Ce qui veut dire, c'est assez. Les coachs, ils ont le droit de te prendre et de te mettre sur le banc pendant 50 games. Pas grave. Tu ne payes pas pour y aller. C'est un honneur de jouer là. Tu as un scholarship pour y aller. Ici au Québec, on ne peut pas aller. Il y a des. Ça serait le fun que le sport, puis je ne parle pas juste du baseball, là, je parle de tous les sports, soient gratuits. Ça serait le fun pour les équipes d'élite, ce qui veut dire que, ben là, t'es chanceux de faire cette équipe-là. Fait que là, on pourrait se baser un petit peu plus, oui, sur le développement, c'est correct, ça, mais aussi sur un autre côté de comment gagner. Pour les athlètes plus vieux, je te parle peut-être ceux qui sont au cégep et tout ça, là, avoir des belles saisons où comment gagner. Fait que passer 5 games sur le banc, tu apprends à t'entraîner, tu apprends à faire les bonnes choses pour te rendre au prochain niveau. Tu attends ton tour. Quand c'est ton tour, il y a une importance majeure sur qu'est-ce que tu vas faire là. T'échappes une balle, ben c'est ça. La pression est là. Puis, comme je disais tantôt, les meilleurs vont aimer cette pression-là, puis vont réussir, puis ils vont chercher cette pression-là, puis ils vont la vouloir. Tu sais. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. C'est sûr qu'au Québec, faire ça, là, de faire bencher quelqu'un plusieurs games, ça ne passera pas de la même façon qu'aux États-Unis, le monde le font. On parle de Raphaël Pelletier avant de commencer tantôt. Là. Raph, il a passé une saison complète à ne pas jouer puis à juste s'entraîner. Puis lui, ce qu'il m'a dit, puis c'est la phrase qui m'a marqué le plus, puis je pense que je l'ai répété à plusieurs gens que j'ai parlé après, il dit tous les jours, tout ce que je voulais, c'est trouver le moyen d'être meilleur, puis de m'améliorer, puis de trouver ce que je pouvais améliorer pour que la fois je vais avoir ma chance d'être sur le jeu, puis de démontrer à mon coach que je suis capable d'être à cette place-là, puis d'avoir le contrôle, ben, je vais être là, je vais être prêt, puis je vais être sharp. Puis ça a été la saison la plus difficile, tout en étant la saison qui a appris le plus, puis qui l'a aidé le plus. Fait que, moi, je pense que c'est une façon qu'on doit faire apprendre au Québec que c'est correct de le vivre. Il faut juste le faire de la bonne façon, on s'entend. On ne peut pas juste faire bencher quelqu'un pour sans avoir de raison valable, dans le sens qu'il faut le donner un constructif pour que le jeune évolue. Mais après ça, c'est aux jeunes de faire l'autonomie, de dire j'ai cette chose-là à pratiquer, je dois améliorer puis avancer. Et je pense que c'est une chose qu'on devrait normaliser un peu plus au Québec, là, au lieu d'avoir juste peur que mon enfant va être benché puis il ne jouera pas, puis c'est pas normal, puis c'est tout le processus. Je pense qu'au niveau du junior élite, il y a cette réalité-là. Là. Je pense que dans le junior élite, ils le font bien. T'as du succès, tu joues. Fait qu'on peut aller chercher. Au niveau des sports-études, c'est pas du tout le rôle. Là. Le rôle d'un sport-études, c'est vraiment de développer, puis des structures de Baseball Québec, du Midget 3, puis tout. Puis à travers tout ça, il y a des façons d'amener la compétition sans bencher le gars, tout simplement. Je pense que c'est un moyen extrême que les collèges américains, puis on parle des joueurs de 20 ans ou peut-être 19 là, pour certains, mais
les joueurs plus vieux y ont, mais eux, c'est un extrême parce que c'est seulement ça. Il n'y a aucun développement. Il n'y a rien qui. Tu ne te fais pas parler de ta technique pour frapper. Mais ici, oui, on va aider beaucoup plus de monde. Tandis que là-bas, il y a seulement la minorité qui ont du succès. Ici, on va chercher beaucoup plus de monde. Fait que, tu sais, tu as des points forts et des points forts dans tous les aspects de toute la vie. Puis au Québec, ben, notre réalité aussi avec la neige puis les entraînements à l'intérieur, ben, c'est certain qu'on va aller chercher beaucoup plus de monde dans le développement. On va aider, on va supporter beaucoup plus de monde. Tu sais, les marquis, c'est le sport-études. Puis, tu sais, un de nos rôles majeurs, c'est que le jeune passe à travers son secondaire puis soit capable de se développer au niveau de ses valeurs qui sont associées au baseball. Tu sais. Le baseball amène tellement des bonnes choses pour un humain, tu sais, que ce soit le travail d'équipe, que ce soit la persévérance, la détermination. Je prends en main des millions, mais c'est les valeurs qui sont distribuées à des jeunes. Puis après, ben, le jeune, il va se rendre au plus haut niveau qu'il est capable de se rendre. Tu sais. Puis dans notre programme, ben, on a eu du succès avec beaucoup de joueurs qui se sont rendus finalement dans le plus haut niveau qui existe sur la planète, qui est, ben, malgré que le Japon, c'est quand même un haut niveau là-bas aussi, là, mais la Ligue majeure, en ce moment, on a deux qui cognent à la porte, qui ont fait des petites passes dans les majeurs, puis là, ben, qui ont passé à travers un système qui est basé sur, pas juste le gars qui va se rendre dans les majeurs, mais qui est basé sur les valeurs vraiment associées. Puis à la fin, on est fiers que le jeune ait un diplôme secondaire et qu'il a trouvé une façon de fonctionner dans toutes les futures expériences qu'il va avoir. Ça, là, ça, c'est important en temps pour les sports-études, je pense, à travers. Je parlais à Steve Langlois, je parlais récemment là-dessus, puis c'est exactement ça qu'on recherche au Québec. C'est notre but. Puis éventuellement, on va avoir un athlète qui va être exceptionnel, qui va se rendre. C'est le fun à voir en temps. Mais le but, c'est de créer des humains exceptionnels à travers le baseball. C'est vraiment l'objectif, je pense, des sports-études. Ouais. Puis avant de toucher au sport-études, je veux quand même qu'on passe sur un élément qui est quand même assez important dans ta carrière, qui est les capitales de Québec. Dans le fond, tu as fait ton collège américain, puis si j'ai bien compris, c'est vers la fin que tu as eu une opportunité de venir jouer avec les Capitales de Québec. Ouais, là Michel Laplante, qui était l'entraîneur à ce moment-là, il a besoin d'un receveur. Puis évidemment, à Québec, là, les Québécois, c'est le fun là, parce qu'ils en veulent. Ils ont eu une opportunité de jouer à un niveau professionnel pour des gars comme moi. Des gars comme moi qui sont capables de donner autre chose que, par exemple, le potentiel recherché par les équipes des mineurs, mais qui sont capables de jouer à la balle. Puis il y en a tellement qui ont passé à travers les capitales, que ce soit 1 an, 2 ans, 5 ans. Moi, j'ai fait 6 ans. Il y en a qui ont fait, je pense que Carl Gilda, il a fait 28 ans. Si je me peut-être pas tant que ça, là. Il a fait 14 peut-être. Mais il y a plein de Québécois qui ont la chance de jouer là-dedans. Puis il y a eu des joueurs exceptionnels qui ont joué aussi comme Éric Gagné, Pierre-Luc Laforêt, des gars qui ont joué des Bigs, qui ont joué là. Tu sais, c'est vraiment une belle porte ou un beau chemin. Je parlais tantôt de faire équipe Québec, équipe Canada, puis là, ben, après, ben, tu as le professionnel avec des capitales. Mais moi, c'est Michel qui était venu me voir à un moment donné, je cherchais avec Claude BC, puis il dit, j'ai besoin d'un catcher, ça t'intéresse-tu? Puis le pire, c'est que la première année, j'ai dit, je suis pas prêt à ça, je suis pas prêt à faire le saut. Je venais de finir mon collège américain, puis j'étais un peu déçu. J'étais un peu comme... Parce que j'étais là, je me suis pas fait repêcher, puis là, j'étais moins en shape, je me suis moins dédié à ça, j'ai un down. Puis tu sais, c'est des montagnes russes, hein, une carrière de baseball, c'est pas tout le temps hop, 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 hop. C'est un up, down, puis on essaie de garder la ligne la plus droite en montant. Puis ça, c'était un down dans ma vie, dans ma carrière. Puis c'est mon objectif de me rendre des majeurs. Et puis là ben, la deuxième année, il me l'a demandé encore une fois. Puis là, il m'a dit, Pat, j'ai encore passé un catcher, ça te tente-tu? Viens au camp d'essai, on va voir ce que tu es capable de faire. Puis là j'ai dit, man, ça fait 2 fois, je peux pas cracher là-dessus. La première fois, là, je comprends même pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais dans un autre monde. Mais la deuxième fois, c'est sûr et certain qu'il faut que j'y aille. Il faut que je me présente là, il faut que j'aille voir qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est comme, je vais aller voir. Là, je me présente là. La première journée, je vais m'en souvenir comme pas mal toute ma vie. Tu sais, je suis 5 pieds 9 ans, je suis tout petit. Là, je vois, le premier gars que je vois dans la place, Eddie Lantigua. Il a les avant-bras gros comme mes cuisses, c'est immense. Le gars c'est un bœuf. Je dis, wow, c'est un joueur, lui, ici. Puis le deuxième gars, c'est Pat Deschênes.
Pat Deschênes, ceux qui le connaissent, c'est un armoire là, à la glace. Là. C'est un colosse aussi. Le troisième gars, c'est Pat Scalabrini, qui est le coach en ce moment, lui était joueur dans le temps, ma première année. Là, j'étais, qu'est-ce que je fais ici? Ces gars-là sont bien trop grands, gros pour moi. Là. C'est comme des super athlètes, ces gars-là. Fait que là, c'est le fun parce que leur personnalité, c'est vraiment des bons jacks. Fait qu'ils m'ont accueilli comme si j'étais un des leurs dès la première journée. Puis ils m'ont fait sentir à l'aise. Puis après, ben, ça m'a permis de travailler sur moi puis mon physique, puis m'assurer que j'étais au plein potentiel de ce que je suis capable de donner parce que ces gars-là, ils l'étaient. Puis il fallait que je me démarque d'une façon. Puis, tu sais, la position de receveur, c'est quand même pas pire parce que vu qu'on est accroupi, la grandeur n'est pas nécessairement importante dans la job. Tu sais, t'es petit, c'est pas grave, ta cible est quand même petite. Tu sais. Fait que si t'es grand et t'es gros, de travailler en position accroupie, ça peut même être plus difficile. Tu sais. Fait que c'est une des positions que la grandeur est moins importante pour la job. Fait que là j'ai eu ma chance avec les Caps de commencer comme backup dans le bullpen. Je me suis coaché au sport-études, puis les boys ils m'écœuraient un peu avec ça, les jeunes. Ils disaient « Ah, catcher le bullpen. » J'étais « Ouais, watch me. » Puis ça, juste faire une petite parenthèse. Tu parlais de Raphaël Pelletier. J'ai une petite histoire sur lui qui me racontait. Il était redshirt une année. Redshirt, ça veut dire qu'il ne jouait pas. Et son coach, il a eu une rencontre avec son coach. Puis ça, Raphaël il me racontait ça. J'avais des frissons. Là. Puis son coach, il disait ouais, je pense que tu es un bon catcher, tout ça, mais je pense qu'il va falloir que tu améliores ton bâton un petit peu pour jouer à ce niveau-là. Raphaël écoutait, tout ça, puis là, ben, le coach, il suggérait une coupe d'affaires, puis là, ben, Raphaël, il a dit une affaire, puis ça va me marquer à vie. Je le raconte à mes jeunes encore, puis il a dit à son coach, try me. Il a dit, essaye-moi, puis je vais faire la job, puis genre, ça m'a marqué parce que, tu sais, c'est pas tous les athlètes qui vont répondre de cette façon-là. Il voulait le challenge, puis ça m'a marqué un petit peu, puis, tu sais, c'est un petit peu ça qui tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé avec les Capitals, puis, tu sais, l'année 2, c'est là que l'année 2 avec les Capitals, la première, on n'a pas gagné, on a perdu en finale, mais j'ai pas joué beaucoup la première année, mais l'année 2, là, j'étais catcher, puis là, au début de l'année, j'apprends que Pierre-Luc Laforêt, qui est un catcher des ligues majeures, il s'en vient jouer avec nous autres. Je suis là, oh. Il y a Greg Stevens qui est là, qui est en avant de moi, moi, je suis le backup de Greg Stevens. Puis là, Laforêt s'en vient. Moi, je fais quoi, moi? Fait que là, je suis comme, bon, ben, ça a été pas pire. J'ai fait un an, all right, good. Je vais voir où ce que ça mène. Là. Je pensais me faire releaser. Je pensais me faire libérer, c'est sûr. Puis là, ben, finalement, malheureusement pour Stevens, mais c'est lui qui s'est fait libérer. Puis là, ben, Laforêt puis moi, on a comme splitté. Fait que la confiance de Laplante, puis le staff qui était en place, Michel Laplante, puis toutes ces personnes-là, ben, ils m'ont donné énormément de confiance. Puis là, ben, ils m'ont permis d'être le backup au début à Laforêt. Mais Laforêt, il arrivait avec une coupe de blessures. Fait que là, comme finalement, ben, il est tombé un peu mon backup. Là, j'étais, wow, c'est impossible. Là. Moi, mon backup, c'est un gars des ligues majeures. Tu sais, c'était pas nécessairement mon backup, c'est plus qu'il était blessé, puis j'étais capable de jouer en avant de lui. Mais là, c'est là que ça part. Là, il a commencé à m'aider, puis il m'a pris sous son aile. Puis ça, je sais pas si vous le connaissez, s'il y en a qui écoutent, qui connaissent Pierre-Luc Laforêt, mais c'est un être humain incroyable. En ce moment, il est au Michigan avec son académie B45. Ben, c'est comme un partenaire de B45, mais il y a comme une académie de baseball là-bas avec un gros complexe. C'est hop. Qu'est-ce qu'il fait? Il est encore dans le baseball. Mais tu sais, d'avoir les conseils d'un gars des ligues majeures, pour moi, c'était comme incroyable. Puis cette année-là, on a gagné le championnat. Puis c'était vraiment cool. Ça, c'est sauter d'un tas. Puis après 100 games de grind, puis à tous les jours, puis tous ceux qui jouent avec les Caps en ce moment, ils comprennent ce que je dis, là, mais c'est vraiment le fun. Ça a été exceptionnel. Puis cette année-là, il ne faut pas l'oublier non plus, tu sais, Eric Gagné, il est venu avec nous autres. Puis là, ben, on avait 2 gars des Bigs, puis un gars qui a gagné Cy Young. Puis là, je capotais. Je disais, qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien hot. Tu sais, moi, Eric Gagné, j'étais assis, puis devant la TV, à la regarder performer. C'était le fun en temps. Puis là, il est dans le locker à côté de moi, puis j'ai réussi à le catcher une fois aussi. Puis, cette fois-là, c'était intense un peu. J'étais mou, je shakeais. Cy Young, le gars, c'était
Ça arrive, moi, je suis une recrue encore, t'es 2 années recrue quand tu rentrais dans la ligue. Il arrive sur le monticule, commence à lancer, puis la première manche, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Il se fait virer, il se fait péter. Tu sais, lui aussi, il est en progression après une blessure. Il est en rehab, dans le fond. Fait que, tu sais, son année, elle a été difficile. Puis là, ben, à la fin de l'année, il était comme revenu comme le Éric Gagné dans le temps. Mais au début, quand moi, j'ai eu la chance de le catcher, c'était rough, là. Il se fait frapper pas mal. Puis là, ben, je m'en vais le voir sur le monticule pour lui donner un break. Là, il me regarde et dit, toi, retourne catcher. Je dis, oh, ouais. Là, je dis, oh, attends, non, je vais attendre. Il faut respirer, il faut prendre un break. Mais tu sais, c'était un Cy Young qui, tu sais, là, j'étais là, il faut prendre un break. Il était pas content, tu sais, lui, évidemment, c'est un compétiteur incroyable. Là. C'est quand même une anecdote pas pire, là. Mais tu sais, c'est la seule fois que j'ai catché aussi, parce que plus la forêt, ben, c'était comme une batterie qui fonctionnait. Puis, tu sais, 2 gars des Bigs c'était le fun pour eux là, de travailler ensemble encore une couple de fois. Fait que j'ai appris beaucoup de cette sortie-là, de ces affaires-là, de cette expérience-là. Tu sais, catcher un gars de Cy Young. Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça. Là, tu sais. Il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'ils ont catché un gars de Cy Young dans une game. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun en tête. Je m'en souviens de toute ma vie. C'est sûr que c'est un genre de brag en anglais de dire j'ai catché un Cy Young parce que tout le monde a connu ce qu'Éric Gagné a fait. Moi, j'ai eu la chance de lire sa biographie. Puis à chaque fois que je m'en parle, on dirait qu'est-ce que j'ai lu dans la biographie, c'est ce que les gens me disent. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, on va l'avoir au monticule, ce qui serait incroyable. Sérieusement, ça serait quelque chose à vivre. Mais il a l'air d'être un personnage un peu unique en son genre. Il a l'air quand même assez. Il a une prestance assez présente quand il est dans un locker room. Ben, en fait, moi, tu le vois sur le monticule, puis c'est une intensité là, sur son monticule, puis quand il est sur son X, dans le fond, là, il est sur le monticule en train de performer, puis ça, il devient un athlète, il devient un des plus grands compétiteurs que j'ai vu dans ma vie. Puis, mais quand il est dans quand c'est ton teammate, ça devient, ce qui se passe dans la chambre des joueurs, ben, c'est un peu, là, tu vois, c'est qui réellement la personne, pas réellement, mais tu le vois dans d'autres situations qui ne sont pas des situations de compétition, qui sont des situations amicales, puis brotherhood, là, tu sais. Fait que, tu sais, Éric, c'était un teammate incroyable, là, tu sais. Moi, je ne pensais pas qu'il allait être de même, tu sais, il nous a tellement aidés, là. Il nous a traînés partout, il nous a tellement gâtés quand on était là, tu sais. Moi, j'étais une recrue dans le temps. Je n'en revenais pas à quel point quelqu'un pouvait nous donner autant, que ce soit du knowledge, que ce soit je me souviens, il nous a amenés au paintball une fois, puis on a passé. C'est le paintball à repartir sur un île, mais on a passé tout un matin là-bas. Il y avait Bob Bissonnette aussi qui jouait de la musique. C'était tout comme organisé un peu par les Capitales, mais en collaboration avec Éric. C'était malade, là. C'était incroyable, là. Puis c'est à cause de lui. Je pense qu'il a rénové aussi la Chambre des Capitales en collaboration, évidemment, avec les Capitales. Mais il a amené énormément aux joueurs. Puis, juste de s'asseoir avec, puis de l'écouter parler. Je vais tout le temps m'en souvenir de ça. Les conversations entre Laforêt, Éric Gagné, puis là, ben, tu avais comme Michel puis Scalabrini sur le banc, puis ils se parlaient de la game, puis ils cherchaient des choses comme le meilleur exemple que j'ai, c'est les types de lanceurs. Le lanceur, quand il va lancer, il va faire des mouvements différents. Et puis là, il va typer ses pitchs. On va savoir qu'est-ce qu'il lance. Puis ces gars-là, comme j'en revenais pas à quel point ils étaient bons pour trouver des affaires. C'était fou, là. Tu sais, ça, quand tu cherches ça, tu mentionnes pas ce que tu vois avant que ça soit comme 10 sur 10. Là. Avant que tu sois capable de dire 10 pitchs sur 10, qu'est-ce qu'il va lancer. Là tu l'as lockdown. Là, tu l'as. Tu sais, les majeurs, aujourd'hui, ils ont du monde là-dessus. Là. Ils ont du monde qui cherche ça, ils ont du monde en arrière des écrans. Mais quand tu joues une game avec les Capitales, tu es sur le banc, tu regardes, tu observes. Puis les gars, ils le trouvaient en une manche, en 2 manches. Puis c'est des affaires tellement petites. Là. Le gars, pour sa fastball, il faisait sa pause là. Pour sa curveball, il faisait sa pause là. 100% du temps. Mais comme moi, je ne voyais même pas ça. J'étais là, j'ai de la misère à le voir, même si tu me dis, tu cales les pitchs à chaque fois, juste par la position de son gant. Puis moi, j'ai de la misère à le voir en ce moment. Puis toi, tu l'as trouvé en une manche, en 2 manches. C'était incroyable. Puis là, il se traînait un calepin. Puis c'était comme le book. Là, on avait de l'information sur tous les lanceurs seulement par observation. Puis c'est la première fois que je voyais ça. Puis j'étais là, aïe, c'est donc bien hot. Puis je me tout le temps me souvenir, moi, j'avais de la misère contre un des closers qui jouait
à Worcester. Mais peu importe l'équipe, il était dominant. Là. Il lançait à 95, il y avait 3 pitches, une bonne fastball, elle était droite, par exemple. Elle ne bougeait pas. Mais 95, il y avait de la vélo dessus. Il y avait une bonne curveball puis un bon change-up dans la zone, puis il était dur à frapper. Je n'avais jamais réussi à le frapper. Jusqu'à temps qu'Éric, Pete, ils me disent Hey Pat, man, check, il type ses pitches. Il fait tout le temps ça. Il a son gars en haut, son gars en bas. Puis là, je le trouve, je l'ai, puis là, bang, on le veut. On l'a tout le temps écrasé. Puis ça, c'est grâce à l'expérience comme ces boys-là qui amenaient à l'équipe. Puis je pense que ça reflète, après les années, même une fois qu'ils n'étaient plus là, ces gars-là, on a continué à faire ces choses-là, tu sais, à observer, puis à chercher, puis à trouver. Puis ça, c'est hot. C'était vraiment le fun de les avoir dans l'entourage pour ces choses-là. Des petites affaires de même, des différences qui amenaient, qui nous rendaient vraiment meilleurs. Là. Fait que j'ai eu sérieux. Good job, Eric. Good job, Pete, pour toute la part que vous amenez avec les Caps. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun à apprendre de vous autres. Merci. Et ta carrière a duré 6 ans avec les Capitals. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux en parler. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu es à l'aise avec ça. Dans ce que moi, j'ai trouvé, il y a des situations de santé physique qui ont fait que le joueur Pat Daou a dû arrêter. Comment ça s'est produit, ça, si tu te sens à l'aise d'en parler? Oui, ben, en fait, dans le temps, jusqu'en 2013, les contacts au marbre étaient légaux. C'est légal d'arriver puis de courir puis de geler le catcher. Puis moi, j'ai un background de catcher, j'ai trippé. Je tripais bien raide. J'avais hâte que le premier me gèle parce qu'au niveau amateur, il n'y a pas de accidentel sur qu'il y a eu, mais là, c'était légal. Juste recommencer ta phrase, ça l'a coupé un petit peu. Ouais, fait au niveau amateur, les contacts, ils n'ont jamais été. C'est pas légal de frapper. Il n'y a personne qui va geler le catcher, mais au niveau professionnel, c'est légal. Puis jusqu'en 2013, jusqu'à ma dernière année, c'était légal. J'avais vraiment hâte de me faire geler pour la première fois. Au hockey, j'aimais ça. J'aimais ça être physique. J'aimais ça frapper et tout. Mais au hockey, j'ai beaucoup appris à frapper et non à me protéger ou à rouler ou à absorber le contact. J'ai appris à geler. Puis là, ben, comme joueur de baseball, j'ai eu le réflexe d'essayer de frapper les boys. Mais je vais me souvenir, le premier, j'ai été serré à main. Après, j'ai dit merci. Il est venu s'excuser, le gars. Il est venu dire, hey, parce que, en même temps, quand tu joues la game, puis tu connais un peu les autres, ben, tu t'es voix après la game, tout ça. Puis là, ben, il est venu s'excuser, hey, sorry, man, ça fait partie de la game. Tout. Je suis là, man, merci. Merci de m'avoir fait vivre ça. Mais en fait, c'était le premier contact de trop. Puis, je me torsais pas. Moi, je le voulais, le contact. Je voulais geler tous les gars qui s'en venaient. Je vais me le coucher, moi. Ah ouais, viens, mais les gars étaient gros pis grands. Je suis 5 pieds 9 encore. Les gars sont tous en haut de 6 pieds. Puis, c'était impossible. Puis le pire, c'est que tu regardes d'un côté, puis le gars, il arrive de l'autre. Fait que t'es tout le temps blindside. T'es tout le temps. Tu le vois jamais arriver. Puis t'essaies d'attraper la balle en même temps. Fait que je n'ai pas couché un. Aucun. Zéro. Puis, j'ai tout essayé. Puis, j'ai eu plein de commotions à travers de ça. Puis, les commotions, OK, mais tu n'as pas envie de le dire, tu as une commotion. Tu as envie de continuer. Tu as envie de, oui, tu vois un spot. Genre, oui, tu as des étoiles, mais 2 minutes après, c'est fini. Puis, oui, tu es un peu plus faible, mais c'est pas grave. Tu continues, puis tu y vas. Puis, là, vers la fin, par exemple, ça semblait plus agressif, les symptômes, où ce que, hop, là, je voyais plus comme tout ce côté-là. Là, j'étais là, wow. Là, il y a un problème, je ne vois plus la balle. Je suis capable de voir mon lanceur lancer la balle. Ça dure un certain temps, puis après, ça s'en va. Mais là, le médecin de l'équipe, M. Blanchette, qui était avec les Capitals, ben là, on a pris une coupe de break qui était. Là, je commençais à être plus checké vers la fin parce que les symptômes ils venaient de plus en plus gros. Puis là, la dernière commotion, ben, c'était une fausse balle. C'est un gars qui lançait du gaz, là, il lançait fort. Puis le gars, le frappeur, il a juste foul tip, là, puis je l'ai eu direct dans le casque. Normalement, tu reçois une balle dans le casque, les casques sont bien faites, puis ramasse ta balle, tu la relances, mais cette fois-là, j'avais reculé un peu dans les bras de l'arbitre, puis whoop, là, j'ai étourdi pendant comme 3 mois. Fait que, tu sais, le symptôme, il est venu, c'était comme trop, là. Là, c'est là qu'on a décidé, je parle du médecin de l'équipe, je parle le physio de l'équipe aussi, je parle du coach, je parle ma famille, puis
tout le monde ensemble, moi aussi, puis j'ai dit, bon, là, c'est assez. Là, tu sais, j'ai 5 championnats de suite. J'ai fait ce que j'avais à faire, là, ma porte de sortie est là, puis elle était en train de me crier après. Là. Elle me dit, hey man, fais attention, là, parce que 3 mois étourdi, tu sais, c'est là que je pense que les symptômes de commotion sont peut-être sous-estimés. Là. J'en ai une douzaine, moi, mais ça peut arriver à la première ou à la deuxième pour n'importe qui, là, dépendamment de l'intensité de la commotion. Mais il faut faire attention à ça parce qu'après, tu ne veux pas vivre avec des symptômes. Aujourd'hui, la lumière m'affecte encore un peu. T'sais. C'est moins pire que dans le temps, mais quand même, quand il fait super soleil, là, j'ai un peu de la misère, ça me donne un mal à la tête. Un mal à la tête. C'est bien moins pire qu'avant, il n'y a plus d'étourdissement, il n'y a plus de problèmes de mémoire. Je n'ai jamais réellement eu, là, mais les symptômes d'étourdissement pendant 3 mois, tu te poses des questions, tu es genre, ça va-tu partir? À chaque matin, je me levais, puis c'est des tests que tu fais, des tests physiques, là, comme tu te lèves, tu essaies de, mettons, aller marcher 5 minutes. Je me levais, il fallait que je me recouche. Puis dès que tu lis un livre, ou dès que tu es sur un écran, ou dès que tu as de la lumière, ben ça t'affecte encore plus, ça double les symptômes. Fait que là, il fallait que je sois dans une pièce complètement noire pendant 3 mois. Tu sais, c'est pas agréable. C'est pas le fun. Puis, tu sais, physiquement, t'es prêt, t'es sharp. Tu sais, jusque là, tu peux pas bouger parce que t'es étourdi à chaque fois. Mais là, les symptômes m'ont quitté. Tant mieux, je suis content. Mais je veux pas en revoir un autre. Je veux pas revoir une autre commotion. Je veux pas revivre ces symptômes-là. Fait que je me mets à l'extérieur du danger. Fait que, même les games, comme j'ai essayé une couple de games avec les Aces de Montréal, mon équipe de seniors là, avec tous les coachs qui sont là, tous les boys. Puis, je veux pas avoir une autre commotion. Fait qu'une fausse balle pendant une ou un pipe pitch que je vois pas, ou peu importe ce qui arrive, là, je veux juste pas en avoir un autre parce que les symptômes sont trop élevés. Mais j'ai eu la chance de quand même vivre la carrière. Je peux pas demander mieux. Fait que je me suis tout le temps dit, les capitales, le baseball va me sortir quand ça va être le temps. Je vais driver jusqu'à temps que je puisse plus. Puis là, ben, c'est arrivé. Puis c'est correct. Puis c'est bien correct. Puis ça a été rough, là. Tous les athlètes qui font ça, et 5-6 ans après, c'est difficile. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai un peu fait la paix avec ça, parce que c'est correct. Là, maintenant, je suis un entraîneur, puis je m'occupe du sport-études à la place de continuer d'avoir la mentalité de joueur. Le switch est extrêmement difficile à faire. Là. Le joueur, c'est complètement différent qu'un entraîneur. C'est pas du tout la même chose. Vraiment pas. Les connaissances peuvent être les mêmes, mais le partage d'informations, le côté enseignement est complètement différent. Là. Ça prend des années d'expérience avant de le maîtriser. Les profs peuvent comprendre comment enseigner. Puis le contenu comme joueur, on l'a, mais l'enseignement, c'est ça. C'est assez difficile à faire. Je suis content d'être entouré en ce moment d'enseignants qui sont vraiment, vraiment bons pour justement ça, le côté enseignement, la progression, tous les aspects qui sont pas donnés à un joueur de baseball. Mais c'est ça. 5 championnats de suite, je pense pas qu'ils vont être capables de le refaire encore une fois. Ben, sérieux, je leur souhaite. Je les encourage vraiment, mais dans tous les sports confondus, 5 de suite, peu importe contre qui tu joues, c'est rare que ça arrive, c'est difficile à faire. Fait que ça a été des belles années, mais c'est sûr avec des teammates exceptionnels. C'était bien trop le fun avec la gang de Québécois aussi qu'on était. C'était vraiment... Puis l'expérience sport-études et en fait même le centre baseball underground est arrivé quand même assez tôt. Tu parlais tantôt que tu jouais à ta 2e année, puis tu étais au sport-études en même temps. Ouais. Comment tout ce monde-là, parce que tu étais quand même ouvert, si je ne me trompe pas, un centre de baseball qui s'appelle Underground, tu étais avec le sport-études qui, je crois, dans le temps, étaient les Bulldogs d'Édouard Montpetit et qui est devenu les Marquis maintenant. Tu pourras me corriger au besoin. Comment toute cette possibilité-là est arrivée? Puis qu'est-ce qui t'intéressait de tomber dans un sport-études puis de coacher surtout? Parce que chose intéressante que pas beaucoup de gens savent, à mon début secondaire, j'ai regardé pour venir étudier au sport-études à Édouard-Montpetit, mais j'étais trop jeune, mes parents hésitaient un petit peu. Finalement, 2 ans après, mon père partait le sport-études à Sherbrooke avec les Harfans du Triolet. Mais j'ai passé à un cheveu de venir au sport-études à Édouard-Montpetit. Là. J'avais regardé toutes les choses par moi-même sur Internet. Je l'avais présenté à mes parents, mais finalement, les choses se sont produites à l'inverse. Mais comment tout ça est arrivé? Premièrement, j'ai eu la chance de rentrer. C'est pas tout le monde là, qui peut coacher en sport-études.
Tous ceux qui coachent en sport études, ils ont une opportunité assez incroyable. Il y en a beaucoup qui veulent. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui veulent participer à ça. Ça comporte énormément de sacrifices, là, parce que c'est pas nécessairement des jobs qui sont extrêmement payantes, là, mais le sacrifice, c'est de vivre une passion, d'être capable de faire ce qu'on aime à tous les jours. Je m'en vais frapper des balles, lancer des balles, puis parler de baseball toute la journée. C'est le rêve de beaucoup de monde. Mais moi, j'ai eu la chance de rentrer dans le système, puis d'entraîneur avec le sport-études en 2006. Ça fait un bout, ça fait 17 ans de ça. Fait que tout au long de ma carrière, j'ai été capable durant l'hiver, de m'entraîner avec les joueurs de sport-études en étant un entraîneur aussi, puis de jouer durant l'été. Fait que ça, les Bulldogs, ils me permettaient de faire ça. Mais ça, c'était pendant des années, ça a été les Bulldogs. Là, maintenant, pour la première année, c'est les Marquis. C'est maintenant une OSBL. C'est maintenant, c'est maintenant la charge est partagée. La gestion est partagée avec, c'est un CA qui est mis en place avec du monde incroyable sur le CA, qui sont un peu éparpillés à travers le monde du baseball déjà. Les gens qui sont sur notre CA, ils travaillent très, très proche du baseball. Il y a Kim Sarrazin qui est avec les Orioles, qui est super impliqué. Il y a Pascal Jean qui est avec Baseball Québec, mais CTR aussi, qui fait un job incroyable avec nous autres. Et Chantal Chartrand, qui est à BQ, là, qui vient d'avoir une promotion. On a aussi notre directeur d'école, Martin Talbot, qui il nous donne de la gestion, de l'expertise en gestion. Puis on a des parents aussi, Mélanie Richard. Notre CA, ça a été monté cette année dans le but de partager un petit peu l'expérience de tout le monde pour qu'on soit une OSBL, qui est recommandée en fait par le ministère ou par la fédération qui demande qu'on soit une OSBL. Donc, on n'était pas une OSBL pendant toutes ces années-là. Donc, cette année, on l'a été. Puis la charte des Marquis, en fait, la charte de notre OSBL, c'est les Marquis qu'on a utilisés. Puis les Marquis, c'était une équipe à Montréal dans le temps. Fait que c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui ont participé aux Marquis. Une équipe, un powerhouse dans le temps aussi, était bon. Puis là, nous, on a décidé d'utiliser ce nom-là. On trouvait ça très approprié pour l'équipe de Montréal. On est sport-études à Montréal. Puis les couleurs, on les a pris pour un de notre ancien Taureau qui joue à Seattle, mais on aime le schéma de couleur. On a changé un petit peu de couleur. Avant, c'était juste trop difficile de trouver du Bourgogne dans le stock. Puis maintenant, le bleu marin est bien plus facile. Donc, on a beaucoup plus d'options. Puis les délais sont beaucoup plus raisonnables, surtout après le COVID. Donc, c'est un choix assez facile à faire. Mais maintenant, là, les personnes en charge du sport-études, il y a Danny Plante qui fait un job absolument incroyable. Là, c'est un des enseignants que je disais tantôt qui nous entoure. Puis, il y a un knowledge d'expertise. C'est notamment avec lui que j'ai ouvert en co-fondation avec d'autres personnes aussi. Mais lui, on a ouvert le centre ensemble. On est parti underground, l'Académie de baseball, qui est devenue un centre de balle. C'est le centre Grand Chelem, en fait, à Montréal. Mais là, on s'est retiré de Grand Chelem parce que, évidemment, c'est un monde de privé. Le privé, c'est différent des sports-études. C'est pas du tout la même chose. Le privé est beaucoup plus basé sur une formule lucrative. Tu dois faire de l'argent, tu dois payer ton loyer, tu dois aller chercher, tu dois aller chercher de l'argent le plus possible. Si tu es capable de vendre quelque chose plus cher, tu vas le faire. Puis on l'a fait pendant longtemps. Puis en fait, là, on a décidé de plutôt se tourner vers l'OSBL, qui est à but non lucratif. Donc, on essaie comme je disais tantôt, idéalement, c'est gratuit pour les joueurs, mais ça ne sera jamais gratuit. Il y a des coûts rattachés à ça, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une poche extrêmement pleine qui va partager. Il va falloir qu'on charge à tous ceux qui participent. Donc, mais le coût est le plus bas possible. Ça coûte l'argent qu'on demande, c'est ce que ça coûte finalement. Fait qu'il n'y a pas de profit au bout de la ligne. Tout est redonné aux jeunes. Il y a des campagnes de financement pour baisser les prix. Ça vient nous rejoindre beaucoup plus en tant que personne qui veut travailler dans le baseball que l'entreprise privée qui recherche un petit peu plus à aller chercher un touriste ou aller chercher quelqu'un qui vient dépenser de l'argent, à faire des profits.
À l'avoir vécu, ben, on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus à l'aise avec les marquis et avec tout ce qu'on fait. T'sais, on veut aider. Comme aujourd'hui, on a un entraîneur on est chanceux de l'avoir. Là. On a deux, en fait, qui ont été dans une école primaire c'est Brian Corona, qui était un des entraîneurs de Abraham Taureau dans le off-season, qui on a la chance d'avoir avec nous autres, qui est un coach incroyable. Puis Marc-France Castillo, qui, elle aussi, d'ailleurs, qui est un entraîneur incroyable, qui passe du temps avec nous autres. Puis ce matin, ben c'est ça, ils ont été faire de la promotion dans une école primaire. C'est ça, je pense qu'on est sur la bonne voie quand on regarde des affaires de même. T'sais. On veut partager la passion, on veut aider. Quand je parlais de valeur des marquis, ben, on a aussi amené un groupe de jeunes cette semaine pour faire la même chose avec d'autres groupes de primaire pour partager. Là, c'était le baseball 5, mais comme pour partager la passion des sports de balle, finalement. Puis ça fait partie des valeurs du sport-études, tandis que l'entreprise privée, ben, ils n'ont pas du tout cette mentalité-là. Là, puis, je l'ai vécu. Là. J'ai passé à travers ça. Là, fait que, puis Danny aussi, qui était avec nous, Danny Plante, c'est ça, on a cofondé, en fait, le centre de balle. C'est un trip, c'est correct. Tout le monde rêve d'avoir des cages de frappeurs à lui. Mais au bout de la ligne, tu dois faire de l'argent. C'est comme, moi, je suis moins à l'argent, plus à la passion de sport. Si je veux faire de l'argent, ben, je vais aller faire un autre job. Fait que c'est un peu ça. C'est devenu là, c'est maintenant le sport-études des marquis, puis on est constamment en train de modifier le programme, même si la structure du sport-études a été prouvée dans les années. On a tellement de joueurs qui sont rendus, comme je dis, quand ils sont rendus, ça veut dire qu'ils se sont rendus à quelque part où ce qu'ils devaient se rendre, que ce soit dans le collège, que ce soit dans le junior élite, que ce soit des majeurs, mais on a plein qui sont rendus des majeurs. Otto Lopez, en ce moment, quand il est à la porte des Blue Jays, il a passé avec nous autres à l'Académie Underground, puis après ça, avec le sport-études. Il y a un Taureau qui il est in and out, là, mais qui est dans le 3 aussi. Il y a Édouard Julien qui n'est pas avec nous autres, qui a passé avec un autre sport-études, mais c'est quand même 2 sur 3. Puis la structure a été prouvée qu'elle fonctionne. Maintenant, on l'améliore parce que chaque année, j'espère que tous les sports-études, puis Steve, il est vraiment là-dessus. Je parle de Steve parce qu'on a eu des conversations cette semaine là-dessus. Puis, on est constamment à la recherche de l'amélioration de soi parce qu'on demande ça à l'athlète. On demande à l'athlète de s'améliorer constamment. On veut qu'il soit meilleur. Ben, nous aussi, en tant que programme, on recherche à s'améliorer. Donc, on upgrade à chaque année. Puis, on a le mandat d'entraîner les meilleurs joueurs sur l'île de Montréal, toutes les 2A, puis les 3 aussi d'ailleurs. On a une équipe de midget 3 durant l'été. Donc, c'est les joueurs de l'île de Montréal au complet, les meilleurs joueurs qui vont jouer contre les autres partout dans la province. Puis le Bantam 3, c'est un 17U puis un 15U, dans le fond, qui c'est le même principe, les meilleurs joueurs sur l'île de Montréal. Donc, c'est ça. On a ce mandat-là de faire ça. Puis évidemment, on veut expandre, on veut continuer, on veut améliorer, on veut encadrer plus de monde. On a un projet en ce moment durant l'été qui encadre encore plus de joueurs durant l'été, pas juste ceux qui font le 3A, mais les autres, parce qu'on sait que durant l'été, ben, la majorité du temps, les associations, là, en ce moment, là, juste, si vous voulez coacher, il y a de la place. Il y a des Saint-Léonard qui veut, l'association de Saint-Léonard qui m'a demandé l'autre jour qu'ils ont besoin de 2 coachs au niveau midget. Il y a une demande de coach partout. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand il n'y a pas de coach, ben, c'est un papa qui dit, moi, je vais sauver la saison, puis je vais y aller coacher, mon jeune va être là, puis c'est correct, c'est pas grave. Je suis un coach de hockey, puis je vais être capable de le faire pareil. Puis, tu sais, c'est super. Ça prend les bénévoles. Il y en a tellement au niveau de la fédération. Il y a tellement de monde qui aide. Puis, tu sais, nous, on veut aussi donner notre part, puis c'est pour ça qu'on va venir supporter le rôle des autres. Puis, donc, on fait un petit projet pilote cette année pour encadrer les joueurs qui ne sont pas encadrés avec les marquis. Donc, tous les autres qui peuvent venir s'entraîner avec nous autres durant l'été. Fait que, tu sais, le sport-études, ben, c'est quand même gros. On est partenaire avec 8 écoles. Donc, tous ceux qui vont dans ces écoles-là, ils viennent s'entraîner avec nous à travers l'île de Montréal. Ça va continuer de grossir, évidemment. On a une centaine de joueurs cette année. On va continuer d'expandre là-dessus. Fait que, tu sais,
nécessairement juste pour les meilleurs, mais oui, notre rôle premier, c'est d'entraîner les meilleurs joueurs. Donc, on a les meilleurs joueurs, on a tous les 3A, on a la majorité des 2A. Il nous en manque juste quelques-uns qui décident d'aller dans un niveau académique. Peut-être il y en a qui se concentrent plus sur l'académique, même si les sports-études ont énormément un des buts premiers, c'est d'avoir le diplôme, comme je mentionnais tantôt, mais notre but, c'est que l'académique, on passe un secondaire 5 avant tout. Mais il y en a qui décident autrement. Puis là, il y a tous les autres qu'on peut entraîner aussi. Ceux qui ne jouent pas dans le 2A ni dans le 3A, ben, eux, on veut les encadrer pareil parce que, comme je mentionnais, notre but, c'est de distribuer une passion, d'améliorer un joueur, peu importe d'où ce qu'il commence, de le rendre une meilleure personne à travers le baseball, à travers le sport. Et aussi de prendre les meilleurs joueurs et de leur permettre de se développer à leur pleine capacité pour qu'ils se rendent au plus haut niveau possible. Ça, c'est le rôle des sports-études, le rôle de, j'en parle souvent comme justement avec Steve, puis avec tous les autres sports-études. C'est notre but premier, avant de les envoyer dans les Bigs. Dans les Bigs, c'est un bonus. Il y en a une couple qui vont se rendre. Good job. On va aller voir, on va se déplacer. On va aller voir, mais les autres qui se rendent comme, par exemple, on a des pompiers qui passent à travers le système. On en a qui sont dans l'armée. On a des policiers. On a du monde qui réussissent en comptabilité, qui réussissent dans d'autres domaines. Puis ça, c'est exceptionnel aussi. C'est recherché aussi. On veut ça. On veut qu'il y ait du succès comme être humain, comme personne. Fait que, ça, c'est le sport-études des marquis. Pour ce qui est on est très proche aussi de l'ABC. On a un partage d'entraîneurs qui s'est fait cette année. Moi, je suis un des entraîneurs de l'ABC, donc on partage les connaissances. Marc-Antoine, qui est en charge de l'ABC, cette année, je pense qu'il connaît les joueurs autant que moi, des marquis, parce qu'il est venu assez souvent nous voir puis, pour partager ses connaissances, puis surtout pour faire du recrutement à travers les joueurs. Puis pendant ce temps-là, moi, j'étais capable d'aller entraîner les catchers un petit peu avec l'aide de tous les autres entraîneurs des catchers, mais une fois par semaine, j'étais capable d'aller voir pour donner mon petit coup de main là, dont Dayton Lachance qui était présent. Mais il y en a d'autres aussi qui sont excellents, qui n'ont juste pas eu l'opportunité ou la grosse semaine. Mais il y en a qui sont solides, qui sont sur la coche. Les catchers de là-bas c'est des bons joueurs en temps. Fait qu'on a un lien très, très proche avec l'ABC. Ils sont sur l'île de Montréal, donc on travaille conjointement tout le temps. Puis on essaie d'être proche des associations aussi, puis de donner du temps, puis donner de l'accessibilité à tous ceux qui sont là. Évidemment, on manque de bras, là. On ne peut pas tout coacher les équipes, on peut pas tout faire. Puis c'est pour ça qu'on demande à beaucoup de monde de venir aider. Mais c'est ça, on essaie notre possible. Puis dans le futur, idéalement, on peut encadrer tous ces gens-là pour que tout le monde ait un peu la même philosophie. Parce que je pense que c'est la bonne à avoir au niveau du sport. Peu importe le sport qu'on fait, on est sur la bonne page là-dessus, au niveau de la philosophie puis au niveau de l'approche envers les jeunes. Fait que c'est notre gros rôle là, au sein de la société en ce moment. Et moi, je me demandais, parce que tantôt, tu disais que tu étais en affiliation avec Underground, tu étais avec eux, puis là, tu t'es retiré. Vous, quand vous pratiquez avec les marquis à Montréal, est-ce que vous êtes toujours sur le site de Grand Chelem ou vous êtes dans un gymnase? C'est quoi les difficultés ou les choses que vous pouvez vivre avec le sport-études, des fois que vous aimeriez que ça change, puis d'autres affaires qui vont super bien? Oui, les installations à Montréal sont loin d'être idéales. Le stade Gary Carter qui vient d'être fait, c'est exceptionnel. Ça permet surtout de jouer 10 minutes après la pluie. Ce stade-là, c'est parfait. Il y en avait un autre aussi. En fait, il y en a un autre qui est Garibaldi. Donc, Garibaldi, c'est un des terrains à Saint-Léonard qui est en synthétique aussi. Donc, ce qui permet de s'entraîner plus souvent parce que tout le monde le sait, quand il pleut, les terrains, ils se maganent, puis il y a une flaque qui reste, puis c'est dur à jouer un petit peu, tu scrapes des balles, tout ça. Mais synthétique, c'est tout le temps beau et tout le temps parfait. Donc, on a des installations qui sont pas prêtes, mais il en manque à Montréal. Il manque un dôme. On a aussi accès, on s'entraîne à plusieurs endroits, mais on s'entraîne dans le dôme à Saint-Léonard, qui est le dôme Hébert, qui est juste à côté de l'aréna Roberto Luongo. C'est un dôme qui est accessible à nous, qui permet aux joueurs de peut-être avoir plus on peut frapper des ballons dans le dôme. C'est quand même le fun. À l'école Édouard Montpetit, on a des cages de frappeurs, des monticules à tonnes. C'est pas l'idéal, mais c'est vraiment, je veux dire,
Russell Martin s'est entraîné là, puis il a réussi. Eric Gagné s'est entraîné là. Puis il y a un paquet de joueurs qui se sont entraînés là, puis ils ont réussi. Donc, la structure, c'est sûr qu'elle pourrait être améliorée. Tout le monde veut le Dôme à Québec. Tout le monde veut exactement ces installations-là. Trois-Rivières aussi, ils en ont des pas pires, là. C'est des belles installations. Tout le monde veut ça. Tout le monde recherche ça, des grands espaces. À Montréal, c'est peut-être un peu plus coûteux si on regarde ça là, au niveau du pied carré qu'en région. Mais il y a des choses qui sont en train de se... Il y a du monde qui recherche les mêmes choses que nous aussi. Fait qu'éventuellement, j'aimerais ça voir un dôme sur le stade Gary Carter, mais je pense qu'il y a plein de restrictions, c'est des challenges et tout. Puis éventuellement, s'il y a une équipe de la Ligue Frontier qui vient à Montréal, ben, ça serait une opportunité pour mettre un dôme sur une place puis accueillir des sports études. Ça, c'est l'idéal. Hein? On parle tout le temps de l'idéal. Mais il y a d'autres façons de s'entraîner. Je pense qu'on est des experts là-dessus. J'ai vécu quelques formations aux États-Unis qui parlaient des entraîneurs des collèges qui viennent parler devant du monde et qui nous expliquent qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Puis, fait partie de notre cheminement comme coach, essayer de voir qu'est-ce que les autres font, puis de s'améliorer, de voir les autres. Mais au niveau des pratiques à l'intérieur, sont loin derrière nous autres. Là, on est vraiment bons là-dedans. On est des experts dans des petits espaces pour développer les joueurs, puis on pourrait s'entraîner dans un corridor, puis le jeune, il serait capable de se développer presque autant qu'un joueur qui dans un terrain synthétique à l'intérieur pendant l'hiver. On a une expertise là-dessus qui devrait être partagée, en fait, à travers le monde, parce qu'on le vit à toutes les années pendant plus que 6-7 mois. Là. Fait que, mais il y a toujours place à amélioration. C'est sûr qu'on veut des installations plus grandes. 2-3 cages de frappeurs, c'est 2-3 gars en même temps qui s'entraînent. C'est pas énorme. Là, on veut entraîner 100 joueurs. Fait que, 100 joueurs, ça prend des installations. Puis malheureusement, ça coûte très cher du pied carré d'avoir des espaces pour le sport. C'est un coût, c'est souvent une dépense pour des grosses compagnies. Saputo, avec l'impact au début, c'était une dépense. Jusqu'à temps que ça fasse des profits éventuellement, mais le sport, c'est une dépense pour souvent les grosses compagnies. T'sais. Fait que nous, en tant qu'OSBL, c'est pas évident d'avoir d'aller chercher des grands espaces. Mais je pense que dans le futur, le baseball à Montréal, ça va venir. Il va y avoir des espaces qui sont grands. Il va y avoir des endroits où ce que les jeunes vont pouvoir peut-être un petit peu plus avoir... je pense que le but, ça va être d'encadrer plus de monde. Puis, mais en ce moment, avoir une cage de frappeurs, on peut frapper en masse et avoir un gymnase, c'est parfait. On peut se débrouiller facilement là-dessus. Comme je dis, le nombre de joueurs qui ont fait ça et qui ont réussi, c'est pas ça qui va déterminer ton futur si tu t'entraînes dans un dôme ou dans un couloir. C'est l'effort que tu vas y mettre, c'est l'effort que le joueur ou c'est tout le reste. Les installations, c'est juste une partie du puzzle. Puis on est correct, on est quand même grillé là-dessus. Puis on va s'entraîner aussi. On a des places de musculation. L'école Édouard Montpetit nous offre énormément. Là. Il y a 2 salles de musculation, il y a 200 pieds de gymnase, il y a 6 bullpens qu'on peut mettre là. Il y a en masse, on va en avoir 2 autres, on va avoir 8 bullpens. Il y a en masse d'équipements, là. Il y a un gros storage pour nous autres. 2 cages de frappeurs, c'est amplement. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, ouais. Puis est-ce que tu peux nous parler un peu d'une année de quelqu'un au sport-études? Parce que, tu sais, moi, ayant un père qui travaille avec le sport-études du Triolet à Sherbrooke, moi, je connais un peu le processus d'une année au sport-études à Sherbrooke. Mais à Montréal, ça peut être différent. Peut-être que vous avez plus de possibilités de faire certains types de tournois, certains types d'événements. Qu'est-ce que ça peut ressembler une année sport-études, un peu toute secondaire confondue? Parce que des fois, secondaire 5, 3, 4 ne font pas la même chose que 1 et 2. Donc, ça ressemble à quoi une saison là, avec le sport-études démarqué? Oui, mais évidemment, ça évolue tout le temps. Fait qu'on veut toujours avoir un petit quelque chose de plus, un petit quelque chose de mieux. Parce que si on stagne, ben, on ne se développe pas en tant que programme. Puis ça, comme j'ai mentionné, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. On veut se développer tout le temps. Puis le secondaire 1 à 5 qui vont rentrer vont avoir 15 heures d'encadrement. Puis ça, c'est une demande du ministère. C'est une des raisons pour qu'on s'appelle le sport-études, puis on est le seul à Montréal. C'est des régions
et il y a un par région au sport-études parce que c'est des exigences incroyables qui sont demandées par le ministère des Sports, par la fédération. Puis il y a des choses qu'on doit faire qui sont vraiment différentes que des académies ou peu importe qui se part une petite école de baseball. Ça prend des protocoles d'entente, ça prend plein d'affaires. Mais le jeune qui va rentrer en secondaire 1 va avoir 15 heures d'encadrement, puis c'est divisé en période de baseball, période de conditionnement physique, période de psychologie sportive, période de... il y a des moments pour de la physiothérapie, il y a des moments des périodes d'études aussi, évidemment, parce que les études, c'est assez important. Il y en a un peu moins que les dernières années parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plus de cours théoriques aussi. Mais en gros, c'est 15 heures par semaine en moyenne parce qu'il y a du temps dans l'année où ça va être plus, puis il y a du temps dans l'année où ça va être moins. Le jeune, il va rentrer à l'automne, puis il va faire... c'est là qu'on pratique à l'extérieur, ce qui est un beau moment encore parce qu'il fait encore beau au mois de septembre, octobre. Puis à travers de tout ça, ben, nous, à Montréal, on fait 3 équipes à travers nos 100 joueurs, ou 4 équipes, évidemment, dépendamment du nombre de joueurs qu'on est capable d'avoir à tel niveau. Si on est beaucoup dans un niveau, ben, on va faire une équipe de plus. Mais là, on va jouer des tournois où on va avoir des fins de semaine où on va aller compétitionner un petit peu pour terminer la saison, qu'on a la possibilité d'être à l'extérieur encore un petit peu. Donc, le niveau de compétition ou l'aspect compétitif d'un athlète, ben, on l'étire après les saisons de Baseball Québec. Puis, en plus, je pense que Baseball Québec a un petit projet là-dessus pour étirer eux autres aussi le moment de compétition. Mais s'ils ne le font pas, ben, nous, les sports-études, c'est notre rôle un petit peu de continuer cet enseignement-là, en fait, l'enseignement de la compétition, qui n'est pas toujours évident à apprendre. Là, ensuite, ben, on tombe dans une saison morte où il y a beaucoup de sports, tous les autres sports, en fait, que ce soit du badminton, du volleyball, du hockey, il y a beaucoup de sports qui sont pratiqués après la saison de compétition. Puis souvent, dans ce temps-là, ben, c'est le moment de visionner les gestes. Puis il y a des travaux de visionnement qui sont faits. Il y a du vidéo qui est fait avec les joueurs. Il y a un moment pour setter des objectifs pour la prochaine année. C'est comme le début de l'année. C'est à peu près au mois de novembre. C'est le début de l'année d'un athlète qui, là, il prend un break de l'année précédente au niveau, par exemple, des lancers. Parce que le bras, évidemment, c'est quelque chose qu'on doit être sa coche dessus. Là. Je pense qu'on a un nombre limité de lancers dans une vie jusqu'à temps qu'on casse. Tu sais. Donc, on doit vraiment s'en occuper, puis on donne un break là, au niveau des bras, mais aussi au niveau des gestes spécifiques. Puis on fait d'autres skills, on améliore d'autres skills, puis on en profite pour faire d'autres affaires, dont les objectifs puis les vidéos. Mm-hmm. Puis là, ensuite, ben, à partir autour du mois de décembre jusqu'à maintenant, en ce moment, on est au mois de mai, on va tomber dans le début de la saison. Là, on commence à faire... c'est un gros 4-5 mois qu'on fait beaucoup, beaucoup de baseball, puis on passe à travers les gestes techniques de toute la gamme des gestes techniques, que ce soit un attrapé du voltigeur ou que ce soit le lanceur, la mécanique de lanceur, ou peu importe c'est quoi dans le baseball, si vous y pensez, nous, on le fait. On a beaucoup de temps pour le faire. Des 15 heures par semaine, c'est énorme. Puis souvent, dans cette période-là, les heures vont augmenter un petit peu, dépendamment de l'âge des joueurs. Là. Les plus vieux vont en faire un petit peu plus. Puis c'est là que les entraînements plus spécifiques au sport vont se faire. Donc, plus on avance, plus on se ramasse dans les games, dans un sens. Fait que les games, ça se fait dans une cage. Il n'y a juste pas l'aspect défensif ni l'aspect de courir sur les buts, mais la confrontation du lanceur avec les receveurs et le frappeur, c'est une priorité dans notre sport-études ou dans les sports-études parce que c'est quand même important de donner des présences au bâton et des manches sur le monticule pour l'expérience. Donc, comment retirer un frappeur? Puis, c'est progressif tout le temps. C'est un des meilleurs moments pour l'athlète pour son développement ou c'est la fin ou l'accomplissement de tout le job qui a été fait. Là, on peut le voir en situation de compétition à l'intérieur. Mais les plus vieux, le deuxième cycle, on les amène pas mal tous en Floride pour un voyage au mois de mars qui vont compétitionner contre des... ben, nous, c'est notre formule. Je sais qu'il y a d'autres sports-études qui ont d'autres formules. Il y en a qui vont, par exemple, un petit peu plus, je ne sais pas moi, voir les games des mineurs. Nous, on joue énormément de parties contre les high school là-bas. Ça permet à nos joueurs de voir c'est quoi
c'est quoi les high school? Ils ont tout un an de plus que nous. Comme je disais, c'est les 6e année. Ils font une 6e année. Fait que c'est des gros challenges qu'on a. Les joueurs sont incroyables. Comme cette année, évidemment, les victoires sont dures à aller chercher. Là. On a quelques victoires. Je pense qu'on a fini 4-4. 4 victoires, 4 défaites. Les premières games, ils ont été très, très rough contre les high school. Là, on a vu comment que ces joueurs-là sont capables de jouer. Puis eux, ils s'entraînent sur un terrain à l'année longue. Fait que, comme sont beaucoup plus à l'aise. Nous, première partie, le ballon, il est haut. Il est très haut. Il y a un ciel avec un soleil. Là. On n'a pas vu ça depuis quelques mois. Fait que ce côté-là, il est quand même le fun. Au niveau de l'athlète, il est quand même important aussi parce que ça lui permet de réorganiser ses objectifs dans le but de fixer un petit peu plus précisément avant le début de la saison pour qu'il soit capable d'avoir un bon camp d'entraînement puis de faire l'équipe qu'il essaie de faire, de réaliser son objectif d'été, de faire l'équipe qu'il veut. Et puis c'est parfait, ça lui permet vraiment de se setter. Puis on y va à peu près une semaine ou un petit peu plus qu'une semaine, puis c'est tout le temps des expériences incroyables. Là. C'est vraiment, vraiment le fun. Tu l'as-tu vécu, toi, un voyage en Floride? Oui, je l'ai vécu à 16 ans. Mon père, il voulait me faire vivre ça. Il s'est dit, vu que j'étais un joueur un peu moyen, dans le sens j'ai fait le Bantam 2A, puis quand je suis arrivé au Midget 3, j'ai vu la différence, parce que c'était dans le début des sports un peu plus souvent, il y en avait de plus en plus. Là. J'ai vu la différence entre un joueur qui joue à l'année et un joueur qui joue l'été. Et moi, j'étais un joueur qui jouait l'été parce que l'école, j'étais un petit peu moins performant avec l'école, donc j'avais moins de possibilités de pouvoir aller dans les sports études. Puis quand je suis arrivé au Midget 3, j'ai vu des gars qui avaient des pops de catcher bien plus rapides que moi, puis ça a comme fait, oh, OK, c'est différent un peu. Fait que là, j'ai comme vu un peu la barrière entre les deux. Puis par après, ma carrière de baseball s'est terminée, mais j'ai eu la chance quand même d'aller en Floride, puis le trip, juste d'aller là-bas jouer sur des terrains que tu ne vois pas, il y a des sites de terrain avec 5-6 terrains autour. C'est juste ça, c'est un trip de voir ça. J'avais eu la chance d'aller à Vero Beach, tu nous avais amené jouer 2-3 games. Je pense que ça a été ma meilleure game de lanceur à Vero Beach sur le monticule. Ça avait bien été, là, j'avais trippé au bout. C'était une expérience juste de voir le gros terrain avec le logo des Dodgers, puis tout ce qui est autour, ça, c'était un trip. Puis je l'avais vécu 2 ou 3 ans plus tard. Là, puis là, à ce moment-là, on était à Cocoa Beach. On avait resté plus cité sur le terrain là. Mais juste ça, là, c'était quelque chose parce que je pense que un mois après, l'équipe Canada allait à la même place où on avait joué, puis ils faisaient leur entraînement à Cocoa Beach au même stade qu'on a joué. Juste savoir que j'ai joué sur un terrain que l'équipe Canada a joué, moi j'étais là. Mon Dieu, ma job est faite, je suis content, j'ai vécu ça. Puis c'est pas impossible que dans les prochaines années, je le vive, mais comme coach à cette fois-ci. Oui, c'est exactement ça. C'est juste ça, c'est un trip. Là. Puis, avec ton sport, tu semblais dire que vous jouez plus de games. Je sais qu'à Sherbrooke, qui essaie d'aller voir une game des ligues mineures pour juste faire vivre ça aux jeunes. C'est juste ça d'aller dans un stade des ligues mineures, de voir les joueurs. J'avais vu lui des Phillies, on avait rencontré Alex Agostino avec Ben Pelletier, c'est à ce moment-là qu'il était avec les Phillies. Puis juste voir ça, c'est un autre monde. On n'a pas toute la chance de voir ça. Ben, cette année, je ne sais pas comment le timing était bon là-dessus. Là. C'était vraiment hot, là, mais on a fait 2 heures et demie de route justement parce que on était voir une game des Ligues mineures notre dernière journée. Puis c'était Otto Lopez qui jouait. Puis il jouait au shortstop. Cette game-là, c'était malade. Là. C'est vraiment hot. Fait en plus, il a bien joué. Là, il a frappé comme une shot dans la clôture. C'était nos jeunes, en plus, ils ont réussi à avoir des places. Tu te faufiles tout le temps dans les stades. Hein, tu descends parce il était sur le bord où que les joueurs sont on deck. Il était juste là, le filet était là, il était comme à 5 pieds du joueur qui est en deck. Puis, Otto, il était là, puis genre, il a joué vraiment une bonne game. Puis là, à la fin de la game, ben, évidemment, hey, attends, tu sais, il nous a amenés sur le terrain, puis tout, on a réussi à prendre une photo avec lui, tous les joueurs sur le terrain, je veux dire, c'était exceptionnel, la majorité des équipes sont rendues en Arizona, fait que là, d'aller en Floride, puis d'être capable de voir un des 2 Québécois qui joue, puis d'être capable de le voir jouer cette journée-là, puis d'être capable de le voir performer, il ne mouille pas, là, il n'y a pas de pluie cette journée-là, la game n'est pas cancellée, il n'est pas blessé, les circonstances sont quand même incroyables. Là. Je sais qu'à travers les années, on avait vu une coupe d'autres. Là, Russell, on avait vu des gars qui avaient passé à travers le programme. Mais comme c'était assez spécial cette année parce que c'est rare
peuvent nous embarquer sur le terrain. Comme le garde de sécurité ne voulait vraiment pas. Là, on était comme 50 à embarquer sur le terrain. Il était là, wow, wow. Là, je suis là, c'est juste une équipe. Et là, une équipe, on était comme 3 équipes, là, mais on a tout embarqué, on a pris la photo, puis c'est le garde de sécurité qui a pris la photo pour nous autres. Mais OK, sortez, on a évidemment. C'est des questions de sécurité, puis c'est correct, je comprends. Ouais. Puis, mais Otto nous a vraiment comme. C'est quelque chose qu'on va se souvenir. Là. Les jeunes, ils ont trippé bien. C'est sûr que ça comprends ça. Et ouais. Puis c'était le fun de voir le calibre. Ouais. Ben oui. Ben oui. De comprendre que ce gars-là, il était dans les estrades quand nous, on venait, puis on allait voir une autre équipe comme Taveras qui jouait pour les Cards. Ben, on était là dans les estrades. Je pense Otto était là, puis on regardait un Québécois jouer devant nos yeux dans les estrades. Ben là, c'était le contraire. Puis, ben, que les joueurs comprennent que, attends, ce gars-là, il était ici, d'instance, en train de regarder, puis là, il est rendu là. Ben, moi aussi, je peux. Fait que ça leur ouvre une porte dans leur tête de possibilités. Puis je pense que c'est ça, ça drive une coupe de joueurs. C'est juste le feeling de dire qu'il était sur un terrain des ligues majeures, de voir un Québécois dans l'habit des Blue Jays, puis de les voir, puis juste, ça crée le rêve, ça permet aux kids de juste dire hey, je peux rêver à ça, je peux aspirer à me rendre là. C'est une expérience incroyable, là. Honnêtement. Vous avez été chanceux de vivre ça, puis je suis content pour eux de vivre cette expérience-là, juste de discuter avec lui, de voir ça. Ils vont s'en rappeler toute leur vie, c'est sûr. Tu sais, faut lever le chapeau à Otto. Là. Lui, là, il se bat pour un poste, en train de. Il se bat pour une place dans les Blue Jays. Il y a une situation, évidemment, de stress ou, tu sais, comme. Tu sais, il faut qu'il élimine les distractions externes. Puis nous, on est une distraction externe majeure. Là. On est comme 50 en train de le distraire de son but là, ultime qui est de faire l'équipe des majeurs. Puis comme il réussit quand même à prendre du temps pour venir nous saluer. Puis ça, je vais éternellement respecter ceux qui prennent le temps en dehors de leur tâche, qui est justement leur but, c'est pas nous leur but. Là. C'est vraiment comme un. Il n'a pas besoin de faire ça. Otto, il n'a pas besoin. Ça ne changera rien dans son cheminement qu'il fasse ça, là, dans sa carrière, mais qu'il prenne le temps de le faire, pour moi, c'est tellement big. Là. C'est tellement. C'est fantastique. Là. Ça montre à quel point les valeurs qui ont lui. Que tous les gens autour de lui ont amené, que ce soit ses parents, que ce soit notre programme, que ce soit les amis, la famille autour, tous les gens lui ont amené des valeurs qui sont. Puis ça, pour nous, comme programme, mettons des marquis, c'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on veut. Que le gars, il fasse ça quand il est majeur, que le gars, il fasse ça quand il est pompier, c'est ça. Nous, on triple là-dessus, c'est ça qu'on veut. Là. Fait que chapeau à Otto. Good job. Chapeau à 100% à Otto, c'est quand même très cool comme move, comme pensée d'avoir fait ça. Moi, j'ai 2 questions qui me restent, parce que je pense qu'on a fait relativement le tour. Ça fait je réalise que ça fait un certain temps qu'on est là. À la limite, si j'ai d'autres choses qu'on veut rediscuter, je te reprendrai à un autre moment et on fera un 2e épisode du Balado Le Monticule. J'ai 2 questions. La première étant, si tu pouvais résumer pour quelqu'un qui aspire peut-être se diriger dans le sport-études, parce que ça peut être des jeunes qui sont secondaire 4-5, ça peut être des jeunes qui sont en secondaire 1 ou 6e année puis aspirent jouer au baseball à l'année longue. C'est quoi le mantra du sport-études et qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer pour réussir à rentrer dans les marquis et avoir une chance de jouer au baseball à l'année longue? Ouais, t'as pas une autre question? Ou c'est les deux, ça? Ah, ben, je vais commencer. Je vais aller avec la deuxième question ensuite. Là. C'est une autre section. Il y a des points en commun de tous ceux qui se rendent. Il y a des choses qu'on pourrait écrire sur une feuille, puis si tu les as, ben, tu as des bonnes chances de te rendre. Puis si tu les as pas, je te garantis que tu te rendras pas comme athlète. Fait que, tu sais, il y en a un que les entraîneurs, ils passent souvent, mais c'est l'effort. J'ai jamais vu un joueur qui s'est rendu dans la Ligue majeure manquer d'effort. Jamais. Jamais que ces joueurs-là se sont fait reprocher un manque d'effort une fois dans leur carrière. Ça, c'est quelque chose qui est un point en commun, mais qui est un point réel en commun. Ils sont complètement remplis de drive. Puis ils veulent plus que les autres. Ils veulent tout le temps.
Il y a il y a un autre point qui me vient en tête. C'est l'envie d'être le meilleur. Ce qui donne des sacrifices. Ça veut dire que le joueur qui va se rendre dans les majeurs va avoir un but, un objectif, puis il va tout faire pour se rendre à cet objectif-là. Puis toutes les distractions à gauche et à droite vont être extrêmement secondaires. Donc, j'en ai vu qui ont été vers une copine, par exemple, ou qui ont eu des blondes, ils ont été vers ça à la place de continuer vers l'objectif qui est les lignes majeures, de tout faire dans toute leur possible. Donc, si c'est d'aller t'entraîner, même si tu es fatigué, c'est pas une excuse. Si mouille dehors puis tu veux pas aller courir, ben là, tu fais pas tout, dans le fond, ce que tu es capable de faire pour te rendre. Donc, tu te rendras pas. Tu te rendras pas, c'est simple. Si tu fais tout dans la mesure de ton possible pour te rendre, tu as vraiment des meilleures chances de te rendre. Ça ne veut pas dire que tu vas te rendre, mais je peux te garantir que la personne qui ne fait pas ça ne se rendra jamais. Fait que c'est un peu ce qu'on essaie d'inculquer à nos joueurs, c'est que dès qu'il y a un relâchement au niveau d'un joueur, il vient de manquer une chance. Il vient de manquer une opportunité parce que celui qui ne lâche pas, celui qui regarde son objectif tout le temps, puis qui essaie toujours de trouver une façon de se rendre, puis de s'améliorer, puis de devenir le meilleur, ben lui, il va se rendre. Il va se rendre en quelque part. Il va se rendre plus loin, en tout cas. Il va réussir. Il y a un autre aspect aussi qui est peut-être moins contrôlable, c'est le talent. Le talent, évidemment, ça ne s'enseigne pas de lancer à 100 000 $, malheureusement. Donc, c'est souvent une formule magique de levier. Là, si on étudie un petit peu la biomécanique de l'humain, ben, on peut comprendre à quel point les longs leviers ont le potentiel de lancer plus fort. Le même principe avec le swing. Donc, si quelqu'un, 5 pieds 9 comme moi, son potentiel de devenir meilleur est limité par la longueur des leviers, souvent. Et puis, il y en a des exceptions. Altuve, c'en est une. Il y a aussi un autre aspect de fibre musculaire qui n'est pas contrôlable nécessairement. On est avec des aptitudes ou des qualités physiques c'est pas nous autres qui décident, c'est notre génétique. Donc, ce côté-là aussi, évidemment, ça ne se travaille pas tant que ça. On peut l'améliorer un petit peu, on peut aller chercher notre plein potentiel, mais une fois qu'on l'a, c'est ça. C'est pas nous qui décident. Je ne peux pas mesurer 5 pieds de plus. Là. Ça serait le fun en temps, j'aurais aimé ça. Je pense que je m'aurais rendu un petit peu plus loin, mais c'est pas moi qui décide. Mais les deux premiers aspects, c'est ça, l'effort, puis le désir d'être le meilleur au monde, pas juste au niveau de ton équipe dans la game, le meilleur au monde. C'est comme un but qui est atteignable dans ta tête. Puis ça, Abraham Taureau, je l'ai vu tout le temps. Je l'ai tout le temps vu. Il fallait le kicker, il fallait sortir du gymnase. Mais c'est pas nécessairement juste rester plus longtemps. C'est de rester plus longtemps, mais dans le but de faire les choses pour m'améliorer. Le joueur qui reste plus longtemps, juste pour rester plus longtemps, ça sert pratiquement à rien. Mais le joueur qui reste plus longtemps dans le but de trouver qu'est-ce qu'il veut faire, de trouver une solution de je veux être un meilleur frappeur, puis là, je ne suis pas à mon goût, fait que je veux donne-moi plus de swing pour chercher quelque chose, il va trouver une façon de se rendre. Puis c'est vraiment les points en commun pour les jeunes. Ensuite, l'autre point, c'est de faire des répétitions. Il n'y a pas personne qui va. Tu peux faire des répétitions dans la ruelle. Tu peux faire des répétitions dans un parc. Tu n'as pas besoin d'une grosse structure. Tu n'as pas besoin de tout l'encadrement qui est offert. Tu as besoin d'en faire. Okay? Les sports-études, nous, on oblige, dans le fond, 15 heures par semaine aux jeunes de s'entraîner. Donc, c'est comme une motivation extrinsèque pour le jeune. Puis il vient, puis on l'entraîne 15 heures par semaine. On l'oblige à faire des choses, même dans les journées qui ne s'étendent pas. Donc, on y crée la mentalité de ça. Mais honnêtement, quelqu'un qui a cette mentalité-là déjà, qui veut le faire, il va le faire. Il va le faire, il va trouver la façon de le faire. Il n'a pas besoin d'une balle. Il peut lancer n'importe quoi puis améliorer son bras, tu sais. Fait qu'il n'a pas besoin d'un gars pour attraper. Il va attraper avec ses mains puis il va trouver une façon d'être meilleur, tu sais. Fait qu'au bout de la ligne, c'est le désir, c'est ça, puis les répétitions qui viennent avec. Ça prend des milliers de répétitions avant de devenir bon. Mais à travers ces répétitions-là, c'est le désir de le perfectionner. Si le gars, il fait juste des reps pour faire des reps, si on croche les répétitions, ben, il ne s'améliorera pas. Mais si le gars, il veut être le meilleur frappeur au monde,
ben là, ces répétitions vont prendre plus de sens, puis il n'en botchera pas une. Tu sais, si c'est la différence entre le joueur qui se rend puis celui qui se rend pas. Puis, comme je dis, se rendre, c'est pas nécessairement au niveau des majeurs, ça prend de la chance, ça prend plein d'affaires pour se rendre des majeurs, puis si tout est aligné, c'est bon. Mais sinon, tu sais, juste d'un pro ou juste d'un capital, c'est se rendre, puis juste dans le junior elite, c'est se rendre. Et c'est ça. Même dans le midget 3, même peu importe c'est où, si le joueur se sent satisfait de son niveau, ou ce qui s'est rendu, puis pense qu'il a joué au plus haut niveau possible, selon lui, c'est de se rendre. Si c'est le A, c'est le A, c'est correct. C'est peut-être le gars, il n'a jamais joué de sa vie, puis là, ben, il joue, puis là, il joue dans le B, puis là, il joue dans le A. C'est un exploit, c'est se rendre au plus haut niveau possible pour le joueur. Fait que c'est ça. Je pense que je viens de trouver mon segment publicitaire pour ce balado-là. C'est tout ce que tu viens de dire là, parce que je trouve que tu l'exprimes bien, puis veux pas, tu as peut-être un peu d'inspiration pour les gens qui aspirent. Parce que des fois, c'est peut-être juste se rendre dans un sport-études puis jouer au baseball à l'année. Il y en a d'autres, comme tu le disais, c'est peut-être juste on est dans le B, je vais aller dans le A, juste de gravir les échelons comme ça. Je pense vraiment que tu as bien réussi à vulgariser la beauté du baseball en quelque sorte. Et ma dernière question, puis je la pose régulièrement à tous les gens qui passent au balado, dépendamment si c'est un joueur ou un entraîneur, la question change un petit peu. Si jamais tu veux répondre aux deux, à toi de voir. Si je te donne la chance aujourd'hui, tu es un entraîneur, si tu as la chance de discuter avec un coach qui, soit que tu connais et qui est vraiment marquant, soit que c'est un coach des ligues majeures, quelqu'un qui a déjà coaché, puis tu le sais que ce coach-là a vraiment marqué des générations, puis tu aimerais avoir une discussion de coach avec cette personne-là, qui tu aimerais avoir une chance de t'asseoir, prendre une bière avec, puis jaser de baseball et jaser du coaching? Ben, sérieux, c'est le fun comme question, là. La première idée qui vient en tête sûrement, c'est tous les coachs des ligues majeures. Là. Okay. Mais en fait, moi, j'ai une réalité. Dans mon environnement, c'est pas les ligues majeures, donc j'aimerais vraiment ça, avoir des discussions. Puis j'ai la chance de en avoir en plus avec ceux qui sont ici, avec les entraîneurs qui sont dans la même réalité que moi, puis je l'ai, ces discussions-là avec eux. Mais il y en a un que je veux tout le temps garder proche de moi, c'est Richard Raymond, Skip, qu'on appelait, qui a finalement comme fondé l'ABC, puis comme qui intronisait autant de la renommée, puis tout ça. Puis, Skip, pour moi, c'est comme un deuxième père, là, puis tout ce qu'il va dire, je vais aller chercher toute l'information possible dedans. Puis, je veux dire, Skip, c'en est un pour un aspect, mais il y en a tellement. Il y a Michel Laplante qu'à chaque fois qu'il parle, je m'assieds et je l'écoute. J'essaie de comprendre tout ce qui se passe dans sa tête. Il y a Scalabrini qui est un mentor pour moi aussi, qui j'essaie d'écouter à chaque fois qu'il parle. Il y a du knowledge à me donner. Quand on parle de tous ceux qui sont en charge des sports-études à travers la province, je veux les écouter parce qu'ils ont des réalités qui sont extrêmement similaires que la mienne. Il y a des différences là, dans toutes les régions, mais comme je veux les écouter, fait que, si j'avais la chance aujourd'hui d'aller chercher du knowledge, d'aller chercher de l'information sur le baseball au Québec, je veux écouter ces gens-là. Puis, tu sais, je l'oublie, là, Agostino, c'est un des premiers qui m'a pris sous son aile pour le coaching comme très jeune. Il m'a pitché sur un terrain, il m'a dit coach. Tu sais, et Mark Griffin, c'en était un autre que je veux entendre, à chaque fois qu'il parle, c'est comme wow, c'est oui. Et en plus, lui, il y a une belle façon de s'exprimer, c'est très clair. Là. Mark Griffin, il fait de la télévision, c'est le fun à voir. Puis tu sais, là, tu vois, je sais que je veux avoir une discussion avec tous les entraîneurs de mon sport-études pour parler de, tu sais, ils ont tout quelque chose à donner, ils ont tout un aspect que j'ai peut-être pas vu. Je veux les voir en action, je veux être capable de discuter avec eux du sport, c'est la beauté de l'histoire, c'est la beauté de l'affaire. Tout le monde a quelque chose à amener, peu importe c'est quoi. T'sais. Le gars qui a vécu des expériences comme lanceur, il va avoir des choses différentes que le gars qui était catcher, le voltigeur. On a la chance, nous autres, de partager toute cette passion-là avec, on a des joueurs comme Joe Lacroix, qui est un de nos entraîneurs. On a LP Pelletier qui joue à Trois-Rivières, qui est un de nos entraîneurs aussi. On a Brian Corona, Danny Plante, puis Marie-France qui sont là aussi. On a aussi Olivier Routier-Paris qui s'est fait repêcher. Il y a aussi des joueurs qui jouent en ce moment dans la Junior Elite, Félix Gadoua, José Gogan, qui sont avec nous autres.
qui coachent. Il y a des joueurs qui sont il y a des coachs qui sont encore joueurs et qui peuvent partager de l'information puis du knowledge. On a Claude Ortiz aussi qui est extrêmement fort au niveau intellectuel ou au niveau planification de l'approche. Fait qu'on a des expertises aussi d'enseignants. Je veux avoir des discussions avec tous les autres. On a Normand Dumas qui est là depuis 30 ans. 30 ans, il va peut-être me dire non, c'est plus 20, là, mais lui, il a coaché Russell Martin. Genre, il y a quelque chose à nous dire. Il y a un fonctionnement qu'on doit absolument savoir c'est quoi. Puis écouter. Je veux écouter JP Roy à Québec parce que JP, c'est une personne exceptionnelle. Il y a aussi. Il y en a du monde. Il y en a énormément des gens avec qui que je vais avoir des discussions. J'oublie, c'est sûr, j'oublie les coachs que j'ai eus dans le temps, que ce soit Seb Rivet ou que ce soit Calary ou que ce soit Jasmin Roy, qui est maintenant un des scouts. À chaque fois qu'on a la chance d'avoir une discussion de baseball, c'est une opportunité à prendre. Chaque fois que je rentre dans le gym à l'ABC, puis je parle avec Marc-Antoine Birouba, on dirait que mon cerveau explose. C'est genre Carl Gilna qui me raconte des affaires c'est genre wow, c'est exceptionnel. Mais lui, Marc-Antoine, je suis sur le bord d'y écrire et d'avoir une conversation avec lui parce que tous les gens qui me parlent de Marc-Antoine, tout le monde me dit que c'est une bébite, du côté scientifique du baseball, puis j'ai excessivement hâte d'avoir une chance de parler avec lui. Puis tu as nommé des gens que soit que j'ai déjà eu en balado puis qui ne sont pas sortis encore, du type Mark Griffin, qui a été pour moi c'est un rêve un rêve de petit cul, là, de parler avec Mark Griffin puis d'avoir la chance de passer quand même 1h45 de temps avec lui puis de parler de baseball puis toutes ces anecdotes. Puis je suis sûr qu'on en a oublié en plus puis on aurait la chance d'en refaire un autre balado après parce qu'il m'en a sorti tellement une coupe ce journée-là. J'ai eu Pat Scalabrini qui va sortir prochainement avec lui. Ça aussi, il y a peut-être certaines choses que j'ai oubliées parce qu'il y avait tellement de choses à dire puis un moment donné, vous avez des horaires occupés, fait que c'est sûr qu'on n'a pas 5 heures de temps à jaser de tous les types de discussions. Puis là, tu en as nommé encore plein que je rêverais d'avoir au balado, mais Michel Laplante est le prochain. Parce que techniquement, Michel, là, c'était cette semaine ou la semaine prochaine, j'essaie de réussir à rentrer dans un de ses trous d'horaire et d'avoir une chance de discuter avec lui. Parce que on n'arrête pas de me dire que c'est, je vais mettre entre guillemets, un spécimen. C'est quelque chose de discuter avec lui, puis de parler de baseball, puis de jaser de tout ça. C'est sûr que c'est des gens là, que j'ai hâte d'avoir une chance de parler de baseball avec eux. J'avais-tu d'autres questions? Voir si je n'ai pas oublié. Être sûr qu'on ait tout passé. Ça fait quand même 2 heures. Là. On parlait tantôt combien de temps ça va durer. Ça fait 2 heures. C'est bon. Si tu as la chance de passer du temps avec Michel puis Marc-Antoine, c'est vraiment, tu vas voir, c'est juste différent. C'est des gens qui sont exceptionnels. Là, puis c'est pour ça qu'ils sont dans ces sièges-là, dans un sens. Là. C'est beaucoup plus que quelqu'un qui arrive qui dit « Moi, je connais ça. » C'est un autre game. C'est du monde qui passe leur temps à essayer de s'améliorer et à essayer de trouver des solutions pour l'athlète. Puis, ils ont toutes leurs forces, ils ont tous leurs rôles. Puis, je pense que c'est en tant que tu leur donnes une plateforme pour s'exprimer. Ça, c'est continue ta job comme c'est vraiment hot. Moi, je vais demander à tous mes boys d'aller voir ça, d'aller écouter, pas nécessairement le mien, mais d'aller voir tous les autres qui parlent à chaque fois. Puis je vais leur dire, man, c'est ça, le baseball au Québec, c'est rempli de monde avec du knowledge, avec des choses qu'ils peuvent apporter, puis que les jeunes peuvent prendre, puis s'accrocher à ça. Fait que c'est hâte, ça. C'est la raison, en fait, pourquoi je fais ça, parce que, tu sais, ça peut tellement inspirer du monde à juste connaître la réalité des joueurs, connaître c'est quoi les collèges américains, ça prend quoi pour se rendre là. Juste ça, il y a tellement de monde qui ne savent pas c'est quoi. Tout le monde fait juste voir, ah, lui, il joue aux États-Unis, ça a dû se faire juste, des temps, tu vas aller jouer. Mais il y a tellement un gros processus derrière tout ça, d'avoir la chance de se rendre là, puis de vivre c'est quoi là, parce que tu arrives là-bas, mais ça ne garantit pas, tu vas jouer tout le temps, puis tu vas tout le temps tout faire. Tu peux arriver comme Raph Pelletier, puis te faire dire, ben, mon grand, t'es sur le banc, puis pratique ça, puis si ça ne marche pas, ben, c'est ça, il faut que tu le dises. C'est juste dire try me, essaie-moi. C'est juste de le vivre l'expérience pour que les gens puissent comprendre ça. Puis c'est mon objectif parce que je suis un passionné de balle. Je joue aux jeux vidéo de baseball à longueur de temps. Puis juste
vivre, garder mon cerveau un peu. Mon père m'a donné tout le temps cette expression-là comme catcher, tu es un ordinateur, il faut tout le temps que tu réfléchisses à ce qui s'en vient, puis ce qui va se produire, puis que tu sois capable de gérer ton monde, connaître tes joueurs. C'est juste ça, sur ça, moi je le fais régulièrement, j'écoute du baseball, j'en lis. Là, en ce moment, j'ai la biographie de Claude Raymond que je suis en train de lire tranquillement. J'ai un autre livre aussi sur la psychologie sportive. Dans le fond, c'est tous les joueurs, par exemple, Pete Rose, il y a une section avec des préparateurs sportifs, des choses comme ça. Fait que c'est sûr, si eux, les jeunes ont la chance d'écouter ça et de voir toutes les discussions que j'ai avec ces gens-là, moi, ça va me faire plaisir. Puis je vais pouvoir me dire que ma job est faite quand ces gens-là ont la chance de vivre ça. Mais merci, Pat Daoud, d'être venu jaser avec moi de baseball. Ça a été un plaisir de faire un gros 2 heures de discussion avec toi. Définitivement que ça va être séparé peut-être en 1 ou 2 épisodes pour faciliter à tout le monde de voir tout ça. Mais ça a été un plaisir. Puis, je te dis ça même parce que Michel Laplante, c'est censé être dans les prochaines semaines que je réussis à avoir une discussion avec lui. Puis, j'aimerais réussir à faire un genre de balado ou épisode où j'essaie de regrouper le plus de monde des capitales de Québec, puis de démontrer comme l'histoire des capitales à travers tout ça. J'en avais déjà parlé avec Pat Scalabrini quand j'avais eu la chance de l'avoir en balado. Il me disait que l'idée était vraiment cool. Fait que là, je vais essayer de la pitcher à Michel dans la prochaine semaine que je vais le voir parce que je trouverais ça incroyable de faire une histoire un peu des capitales, puis aller voir tout ce qui se passe à travers ça, puis que les gens puissent comprendre. Parce que, tu sais, vous jouez quand même, les gens qui jouent au capital, c'est 100 games en presque 100 jours. Tu sais, c'est tout qu'un processus, c'est quelque chose au bout. Fait que je trouverais ça cool de vivre ça. Fait que si jamais tu parles encore des gens des capitales et tu es capable de leur glisser l'idée, ça serait cool. Qui sait que ça peut arriver? Ce serait vraiment quelque chose de vraiment le fun à vivre et de vivre tout ce qui va autour de ça. Fait que merci, Pat, d'être venu au Balado Le Monticule. Pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est Le Monticule sur toutes les plateformes de streaming, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, je suis partout. L'objectif, c'est de propager la bonne nouvelle, propager du baseball. Fait que vous marquez Le Monticule partout, vous abonnez, partagez, aimez. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de la vision de tout ça à travers les plateformes. Et on se revoit prochainement pour un autre épisode du Monticule.